La tour nord avait pas de chaleur, pas de mer, ça de lumière. C'était en air et lumière. Et pas d'amour. Seulement le son de pluie martelant contre pierre et le gémissement d'un petit chiot mouillé recroquevillé dans le coin. Roi Malphos refusait de regarder à son fils. Faire ainsi était à reconnaître échec, et échec avait pas de place dans le royaume de la lune de sang. Les garçons en voyant ce mélange nauséabond de décomposition et désespoir confirmèrent ce que la grande prêtresse avait murmuré il y a 3 ans. Un maudit marche parmi votre lignée, mon roi. Les dieux ont tourné leur visage loin. Mais Célette, une servante à peine 2 mois en service, savait rien de malédiction ou de honte royale. Elle seulement vit un enfant tremblant, abandonné dans sa propre saleté après garde le laissèrent sous la pluie comme punition pour pleurer. Quand elle souleva le chiot du sol froid, ses yeux ambrés rencontrèrent les siens avec une sagesse qui ne devrait pas exister en un si jeune. « Tu sens comme gentillesse », il murmura, les premiers mots il avait parlé en semaine. Elle le porta à la buanderie, défiant chaque règle, et atteignit pour la seule chose qui pourrait aider, le savon de sa grand-mère, infusé d'herbes argentées et huile de fleurs de lune. Comme la mousse toucha sa fourrure emmêlée, quelque chose d'extraordinaire commença à arriver. L'eau devint noire, puis chatoyante avec iridescence sombre, comme si l'avant loin non saleté, mais quelque chose beaucoup plus sinistre. Et puis l'odeur la frappa. Un parfum si puissant, si ancien, qu'il la conduisit à ses genoux en soumission instinctive. Le vrai Amarok s'éveillait. Avant nous plongeons dans l'histoire d'Amarok, frappe ce bouton d'abonnement et allume les notifications parce que ce récit de trahison, magie et rédemption est un tu ne voudras pas manquer un seul moment de. Maintenant, commençons. La Tour Nord avait été le monde entier d'Amarok d'aussi longtemps qu'il pouvait se souvenir. 3 ans qu'il se sentait comme 30. Murs de pierre froid pleuraient avec humidité, et la seule fenêtre offrait pas de confort, seulement une vue du royaume qui l'avait rejeté. Il s'assit dans le coin maintenant, petites pattes enroulées autour ses genoux, essayant de se faire encore plus petit. Peut-être s'il prenait moins d'espace, il l'oublierait. Mais ils n'oublièrent jamais. L'odeur ne les laisserait pas. Elle s'accrochait à lui comme une seconde peau, ce mélange nauséabond de terre en décomposition et eau stagnante. Même lui pouvait le sentir, bien qu'il avait grandi quelque peu habitué à la façon sa propre présence faisait son estomac se tordre. Le serviteur dit, c'était le parfum d'échec, de sang maudit, de tout mauvais avec le monde rendu manifeste en un seul chiot. Lourds pas résonnèrent dans les escaliers de la tour, et d'oreilles d'Amarok s'aplatirent contre sa tête. Il connaissait ses pas. Ils appartenaient au seul loup dont le rejet blessait plus que tous les autres combinés. Roi Malphos remplit l'encadrement de porte, mais il n'entra pas. Il n'entra jamais. Au lieu, il se tint au seuil, une main couvrant son nez, ses yeux dorés remplis de quelque chose entre dégoût et déception. Derrière lui, 2 gardes flanquaient de l'entrée, leurs visages tordus en révulsion à peine dissimulée. 3 semaines, Malphas dit, sa voix froide et formelle. Dans 3 semaines, tu as eu 4 ans, assez vieux pour survivre sur ton propre dans la nature selon nos lois. Amarok ne dit rien. Que pouvait-il dire? Il avait appris il y a longtemps que parler seulement rendait les choses pires. Les arrangements ont été faits, le roi continua, refusant toujours d'entrer dans la pièce. Tu seras emmené à la forêt de Bois-Mort à l'aube de ton anniversaire. Les gardes te donneront un jour d'avance avant qu'ils relâcheront la partie de chasse comme tradition exigeait pour ceux comme toi. Père, La petite voix d'Amarok craqua. Ne m'appelle pas ça. Les mots étaient acérés comme verre brisé. Un père élève un air. J'ai élevé rien que honte. Malph se détourna, puis fit une pause. Grande prêtresse Vora l'a confirmé de nouveau aujourd'hui. Ton parfum devient plus fort, plus putride. Tu es un maudit, garçon. Plus longtemps tu restes dans ces murs, plus tu empoisonnes tout autour de toi. C'est miséricorde. Le roi descendit les escaliers sans autre mot, laissant Amarok seul avec les 2 gardes. Ils échangèrent des regards, et un d'eux,
Une brute balafrée nommée Garrett sourit avec amusement cruel. « Entends ça, petite malédiction. » Garrett entra dans la pièce malgré l'odeur. « 3 semaines de plus de tes gémissements. Pensez nous t'aiderions à te préparer pour la nature. » Avant Amarok pouvait réagir, mains rugueuses le saisirent et le tirèrent vers la fenêtre. La tempête dehors avait fait rage pendant des heures, transformant la cour en dessous en un labyrinthe de flaques et boue. Non, s'il vous plaît. Amarok lutta. Mais il était si petit, si faible. Les loups ne supplient pas, l'autre garde. Marcus rit. Puis encore, tu n'es pas vraiment un loup, n'est-ce pas? Ils le poussèrent dehors sur l'étroite corniche au-delà de la fenêtre, où la pluie le fouettait avec une fureur glaciale. La chute était de 20 pieds de la cour en dessous. Pas assez pour tuer, mais assez pour blesser. Amarok s'accrocha à la pierre glissante, ses petites griffes griffonnant pour une prise. « Reste ici dehors pour quelques heures », Garrett cria par-dessus la tempête. « Peut-être la pluie lavera-t-elle un peu de cette puanteur, bien que je doute même une inondation puisse nettoyer quelque chose d'aussi pourri que toi. » La fenêtre claqua, et Amarok entendit le verrou glisser en place. Il se pressa contre le mur de la tour, frissonnant violemment, tandis que la pluie s'imprégnait à travers sa fourrure. La corniche était à peine assez large pour son petit cadre, et un faux pas l'enverrait dégringoler aux pierres en dessous. Le temps devint insignifiant. Il y avait seulement froid, seulement pluie, seulement l'effort désespéré de s'accrocher. Ses muscles criaient, ses griffes saignaient de agripper la pierre rugueuse, mais il ne tomba pas. Tomber serait abandonner et quelque chose de profond en lui. Quelque chose que même 3 ans de cruauté n'avaient pas tout à fait éteint refusa de se rendre. Quand ils finalement le tirèrent de nouveau à l'intérieur heures plus tard, le jetant sur le sol froid comme un chiffon mouillé, Amarok pouvait à peine bouger. Les gardes rirent en partant. Leur divertissement conclut pour le soir. Il gisait là dans une flaque d'eau de pluie et son propre sang, le parfum fétide rayonnant de lui plus fort que jamais. L'odeur d'échec, l'odeur de tout ce qu'il était supposé être, mais n'était pas. Quelque part loin en dessous dans les chambres privées du roi, Malfa se tint devant la grande prêtresse Vora. La femme était ancienne, sa fourrure argentée, marquée de cicatrices rituelles, ses yeux laiteux avec ce qu'elle prétendait être une vue divine. « Tu es certain c'est nécessaire ?» Malphos demanda. Bien que son ton suggérait, il avait déjà accepté la réponse. Vora plaça une main noueuse sur son épaule. « Mon roi, j'ai vu les fils du destin. Cet enfant porte une obscurité qui consommera le royaume de la lune de sang si permis de mûrir. Le parfum est simplement le signe le plus évident. Sous elle repose quelque chose de beaucoup plus dangereux. Le pouvoir d'un maudit grandit avec l'âge, tordant tout ce qu'il touche. Il est juste un chiot maintenant. Oui, mais dans 1 an, 5 ans, 10. La voix de Vora tomba à un murmure. J'ai consulté les textes anciens, effectué les rituels sacrés. Chaque vision montre la même fin. Si Amarok reste, le royaume tombe. Ta lignée finit. L'obscurité avale tout. Mâchoire de Malphos se serra. Alors exil et ses miséricordes, exil et survie. Vora corrigea, pas seulement le sien, mais le nôtre. Tu fais le choix difficile que les vrais rois doivent faire. Sacrifier un pour sauver des milliers. Le roi hocha la tête lentement. Mais quelque chose dans sa poitrine se tordit, une douleur il ne pouvait pas tout à fait nommer. Il le poussa vers le bas, l'enterra sous le devoir et la nécessité. Un roi ne pouvait pas se permettre faiblesse, et l'amour pour un enfant maudit était la faiblesse la plus dangereuse de toutes. Comme Vora quitta ses chambres, un sourire satisfait traversa son ancien visage. Tout procédait exactement comme prévu. Dans 3 semaines, la vraie menace à la revendication de son propre fils serait retirée pour toujours. Exilé pour mourir dans la nature où personne ne découvrirait jamais ce qu'il était vraiment. Le lendemain matin, une nouvelle servante arriva aux portes du château. Elle était jeune, à peine 20 ans, avec une douce fourrure grise et des yeux qui tenaient une profondeur inhabituelle.
La gouvernante la regarda avec scepticisme. « Tu es celle des villages du Nord, celle qu'ils ont envoyée comme tribu. »« Sleeth, madame, la jeune femme dit, inclinant sa tête respectueusement. Ma grand-mère servit dans la maison royale il y a beaucoup d'années. J'espère honorer sa mémoire. »« Eh bien, tu commenceras au pire poste du château. » La gouvernante renifla. « La tour nord, il y a une situation là-haut. Personne d'autre ne veut le devoir. » Selith remarqua la façon dont les autres serviteurs échangèrent des regards, le mélange de pitié et de soulagement sur leurs visages. Elle serra la petite boîte en bois qu'elle portait plus fort, le dernier cadeau de sa grand-mère, donné avec des mains tremblantes et des mots urgents. « Je ferai tout ce qui est nécessaire, » se dit simplement. Alors qu'elle montait les escaliers vers la tour nord ce premier jour, elle attrapa le parfum dont tout le monde l'avait averti. C'était en effet assez fétide pour faire ses yeux pleurer, mais en dessous d'elle, ou peut-être au-delà d'elle, elle sentit quelque chose d'autre. Quelque chose qui fit les petits poils sur son cou se lever non avec répulsion, mais avec reconnaissance. Les derniers mots de sa grand-mère résonnèrent dans son esprit. « Quand tu trouveras celui qui sent la mort mais rayonne la vie, quand l'obscurité aura pris une fausse forme, c'est quand tu sauras. C'est quand le vieux savon doit être utilisé. » Selith atteignit le haut des escaliers et vit à travers la porte fissurée un petit chiot blotti dans le coin couvert de boue et de sang et d'eau de pluie, mais avec des yeux qui tenaient plus de conscience qu'aucun enfant de 3 ans ne devrait posséder. Le moment était venu, bien qu'elle ne le comprenait pas encore entièrement. Selith avait été averti de ne pas le toucher. Les instructions de la gouvernante avaient été explicites. Laisse nourriture à la porte, change le seau d'eau 1 fois par jour, ne fais en aucune circonstance contact physique avec le maudit, la contamination pourrait se propager. Mais debout dans l'encadrement de porte de la pièce de la tour nord le 3e jour, Selith ne pouvait pas concilier ses ordres avec ce qu'elle voyait devant elle. Le chiot gisait immobile sur le sol en pierre, sa petite poitrine montant et descendant en respiration superficielle, rapide. Bou cacha sa fourrure si épaissement, il était impossible de dire quelle couleur il était réellement. Sang avait séché en traînées sombres le long de ses pattes et jambes. Ses yeux étaient fermés, mais même inconscients. Son visage était contorsionné de douleur. « Bonjour » Kath appela doucement, posant le plateau de nourriture qu'elle avait apporté. « Peux-tu m'entendre? » Pas de réponse. Elle fit un pas plus près, et l'odeur la frappa comme un coup physique, cette odeur pourrie, stagnante, tout le monde avait décrite. Son estomac se tordit, mais elle se força à respirer par sa bouche et avancer. S'agenouillant à côté du chiot, elle plaça une main sur son front. Il brûlait de fièvre, sa peau si chaude sous la fourrure emmêlée qu'elle retira sa main en choc. Depuis combien de temps était-il comme ça? Quelqu'un avait-il même vérifié sur lui? « Pauvre chose, » elle murmura, « qu'est-ce qu'ils t'ont fait? » Ses yeux papillonnèrent ouverts à sa voix, yeux ambrés qui semblaient briller même dans la lumière faible. Ils se fixèrent sur son visage avec une intensité qui fit son souffle se couper. Il y avait intelligence là, conscience et quelque chose d'autre qui la glaça. Résignation. Cet enfant n'attendait rien d'elle sauf plus de douleur. « Je ne te ferai pas de mal, » Kath dit doucement. « Mon nom est Selith. Quel est le tien? » « Amarok. » Sa voix était à peine audible, craquée et sèche. « Tu devrais t'en aller l'odeur. Ça blesse les gens. Je suis toujours ici, n'est-ce pas? » Elle essaya de sourire, bien que son cœur se brisait. « Quand as-tu eu de l'eau la dernière fois? » Il ne répondit pas, ce qui était réponse assez. Selith regarda autour de la pièce éparse et trouva le seau d'eau dans le coin, vide sauf pour une fine couche de glace. La fenêtre était toujours partiellement ouverte de la tempête il y a 2 nuits, et du givre s'était formé sur les murs intérieurs. Ils avaient laissé un enfant malade dans une pièce à peine au-dessus du gel. Quelque chose durcit dans la poitrine de Selith, une détermination qu'elle avait héritée de sa grand-mère, avec cette mystérieuse boîte en bois.
C'était faux. Décret royal ou non, maudit ou non, c'était un enfant souffrant inutilement. « Peux-tu te lever ?» elle demanda. Amarok secoua sa tête faiblement. « Alors je te porterai. » Elle glissa ses bras sous lui, essayant d'ignorer la fétidité de l'odeur, la façon dont sa fièvre semblait rayonner à travers ses vêtements. Il était si léger, trop léger pour un chiot de son âge. « Nous allons te rendre propre et chaud. »« Non, » il protesta faiblement. La gouvernante dit « Personne n'est autorisé à. » La gouvernante n'est pas ici. Kath ajusta sa prise et se leva, le berçant contre sa poitrine. Et je ne prends pas les ordres très bien. Ma grand-mère disait toujours c'était ma pire qualité. Elle le porta dans les escaliers de la tour, à moitié s'attendant à ce que des gardes l'arrêtent à tout moment. Mais les corridors étaient vides. Personne ne voulait être près de la tour nord s'il pouvait l'aider. Elle fit son chemin vers la buanderie des serviteurs, une petite chambre avec une grande baignoire en cuivre et une cheminée qui brûlait miséricordieusement encore bas. Posant Amarok doucement sur un banc, Sélith commença à chauffer de l'eau. Le chiot la regarda avec ses yeux obsédants, silencieux même. Tenant, comme s'il avait épuisé toute sa force sur cette brève protestation. « Ma grand-mère était une servante ici une fois. » Kath dit alors qu'elle travaillait, remplissant la baignoire d'eau chaude. Il y a 60 ans, avant je suis né, elle avait l'habitude de me raconter des histoires sur le château, sur les vieilles coutumes, sur des choses qui ont été oubliées. Elle testa la température de l'eau. Elle me donna quelque chose avant elle mourut, dit je saurais quand l'utiliser. Elle récupéra la boîte en bois d'où elle l'avait cachée dans sa poche de tablier. Le bois était ancien, sculpté de symboles elle ne comprenait pas entièrement, lune et loup, et quelque chose qui pourrait avoir été étoile ou fleur. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu huilé, était une barre de savon contrairement à tout ce qu'elle avait jamais vu. C'était gris-vert pâle, traversé de veines argentées, et ça sentait les herbes et le clair de lune et quelque chose de sauvage. Le vieux savon doit être utilisé quand l'obscurité a pris une fausse forme, Sélith murmura, répétant les mots de sa grand-mère. Elle avait réfléchi sur cette phrase pendant des semaines, se demandant ce que ça signifiait. Regardant Amarok maintenant à la fétidité qui l'entourait comme un miasme visible, quelque chose se mit en place. Et si l'obscurité ne venait pas de lui? Et si elle le couvrait? « Mettons-te dans l'eau, » elle dit, bougeant pour le soulever. Tout le monde dit « je sens mal ». La voix d'Amarok était si petite, si brisée. « Mais haïras-tu aussi ?» Kath se figea, ses mains sur ses épaules minces. Ces mots, prononcés avec une si absolue certitude de rejet, la frappèrent plus profondément que n'importe quelle odeur ne pourrait. Cet enfant avait été enseigné que son existence même était offensive, qu'il méritait isolement et souffrance. « Non, » elle dit fermement, regardant directement dans ses yeux, « je ne te haïrai pas. Tu sens comme quelqu'un qui a besoin d'aide, et c'est exactement ce que tu vas obtenir. » Elle le souleva dans la baignoire et il ne résista pas. L'eau devint immédiatement trouble alors que la boue commença à se dissoudre de sa fourrure. Il s'assit là, frissonnant malgré la chaleur, la regardant avec une expression quelque part entre espoir et incrédulité. Sélith déballa l'étrange savon et le plongea dans l'eau. Le moment où il toucha la surface, quelque chose se déplaça dans l'air. Un changement subtil de pression, comme le sentiment avant qu'une tempête éclate. Elle commença à travailler le savon à travers sa fourrure emmêlée, commençant par son dos. La mousse était étrange, produisant une écume qui semblait scintiller avec une lumière intérieure. Et alors qu'elle frottait, elle remarqua quelque chose d'étrange. La saleté ne se lavait pas juste. Il y avait quelque chose d'autre qui venait de lui, quelque chose qui attrapait la lumière comme de l'huile sur l'œil, quelque chose qui bougeait avec une fluidité anormale. « Est-ce que ça fait mal ?» elle demanda, travaillant le savon à travers les épaisses plaques de fourrure emmêlées autour de son cou. « Non, » Amarok dit, et pour la première fois,
Il y avait de l'émerveillement dans sa voix. Ça se sent chaud, bon. L'eau devenait plus foncée maintenant, mais pas le brun de la saleté régulière. C'était noir, traversé de tourbillons iridescents de violet et de vert. L'odeur fétide s'intensifiait, devenant presque insupportable, mais Selith continua de frotter. Quelque chose lui dit qu'elle avait besoin de voir ça jusqu'au bout, que s'arrêter maintenant serait pire que de ne pas commencer du tout. Ma grand-mère a dit ce savon était fait par les anciens. Selith dit autant pour se distraire de l'odeur que pour réconforter le chiot. Elle dit il pouvait laver plus que juste la saleté, qu'il pouvait révéler la vérité. Quel genre de vérité? Amarok demanda, la curiosité de son enfant perçant son habituel silence gardé. Je suppose nous allons le découvrir. Elle se déplaça vers sa tête, travaillant le savon soigneusement autour de ses oreilles et le long de son cou. La substance noire dans l'eau devenait plus épaisse, montant à la surface comme de l'écume. Et sous ses mains, elle sentit quelque chose d'étrange. La texture de sa fourrure changeait, devenant plus douce, plus propre d'une manière qui allait au-delà du retrait de la saleté. Puis l'odeur commença à changer. Elle ne s'estompa pas graduellement. Un moment, elle était là, accablante et nauséabonde, et l'instant d'après, elle s'arrêta simplement, disparut comme si elle n'avait jamais existé. À sa place vint quelque chose d'autre, quelque chose qui fit les mains de Selith immobiles sur les épaules d'Amarok. Le nouveau parfum était faible au début, mais devenant plus fort à chaque seconde qui passait. Il sentait le feu et la forêt, des arbres anciens et des cieux étoilés, d'un pouvoir si vaste et primal que son instinct de loup lui cria de se soumettre, de s'agenouiller, de reconnaître la présence de quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle-même. Quoi? La voix d'Amarok trembla. Qu'est-ce qui se passe? Kath baissa les yeux vers l'eau et vit que la substance noire se dissolvait, se brisant en rien. Et le chiot devant elle, il commençait à briller. Une douce lumière dorée émanant de sa peau, devenant plus brillante à chaque battement de cœur. « Je ne sais pas », elle murmura, bien que quelque part profondément à l'intérieur, elle soupçonnait sa grand-mère avait su exactement ce qui arriverait. « Mais je pense, tu n'as jamais été maudit du tout. » La lumière devint plus forte, et quelque part loin en dessous d'eux, dans les profondeurs du château, les loups commencèrent à hurler, un son de reconnaissance, d'éveil, de quelque chose d'ancien s'agitant après un long sommeil. La boîte en bois glissa des doigts de Kath et claqua sur le sol en pierre oubliée. Tout était sur le point de changer. La lumière dorée pulsant de la peau d'Amarok devint plus brillante, et Selith réalisa avec une alarme croissante que c'était au-delà de tout ce que les histoires de sa grand-mère l'avaient préparé. L'eau dans la baignoire était devenue complètement noire. Si sombre, elle semblait absorber la lumière plutôt que la réfléchir, et les tourbillons iridescents sur sa surface bougeaient avec un but délibéré, comme si vivant. Selith, la voix d'Amarok, était petite et effrayée. « Je me sens étrange. Ma peau, elle picote. » Reste immobile. Elle réussit, bien que ses propres mains tremblaient. L'air dans la buanderie était devenu épais, chargé d'une énergie qui fit sa fourrure se dresser. Ça se sentait comme être à l'intérieur d'un nuage d'orage moment avant la foudre ne frappe. Alors qu'elle continuait à laver, le film sombre qui s'était accroché à sa fourrure commença à se décoller en plus grandes pièces. Il ne se dissolvait plus. Il se séparait, se retirant comme une seconde peau étant muée. Les pièces flottaient sur la surface de l'eau, se tordant et se contorsionnant avant finalement se dissipant en volutes de fumée noire. Qu'est-ce que c'est? Amarok fixa les fragments sombres avec de grands yeux. Je ne sais pas, Selith admit, mais quoi que ce soit, ça ne t'appartient pas. Il le frotta plus fort maintenant, travaillant le savon veiné d'argent dans chaque pouce de fourrure qu'elle pouvait atteindre. Plus elle nettoyait, plus du film s'en allait, et avec chaque pièce qui se séparait, la lumière de la peau d'Amarok s'intensifiait. Il ne brillait pas juste plus, il rayonnait,
repoussant les ombres dans la pièce jusqu'à ce que la buanderie flamboyait aussi brillante que midi. Puis l'odeur changea. Pour un horrible moment, la puanteur fétide de pourriture et stagnation s'intensifia 10 fois. Sylith eut des hauts le cœur, ses yeux larmoyants, à peine capables de continuer à travailler. C'était comme si 3 ans de décomposition concentrée avaient été relâchés tout à la fois, remplissant la petite pièce d'un miasme si épais qu'elle pouvait le goûter. « Fais que ça s'arrête », Emerog gémit, couvrant son nez avec ses petites pattes. « S'il te plaît, fais que ça s'arrête. » Presque là, Sylith étouffa, combattant sa propre envie de fuir. Juste tiens bon, elle rinça la dernière plaque de film sombre de derrière ses oreilles. Et le moment la pièce finale se sépara et se dissolut, tout changea. L'odeur fétide disparut. Pas estompée, disparut. Un battement de cœur, elle les étouffait, et le suivant, elle était simplement partie, comme si elle n'avait jamais existé. L'absence soudaine était si complète que Sylith haleta, aspirant une profonde respiration d'air pur. Mais l'air n'était pas vide. Un nouveau parfum roula à travers la buanderie comme une vague invisible, et il frappa Sylith avec la force d'un coup physique. Ses genoux cédèrent et elle se retrouva tombant sur le sol en pierre mouillée, sa tête s'inclinant automatiquement, l'esprit de sa louve répondant à quelque chose qu'il reconnaissait à un niveau instinctif. Le parfum était indescriptible. Feu qui ne brûlait pas, forêt ancienne intouchée par le temps, lumière des étoiles rendue puissance tangible, si pure et absolue qu'elle n'avait besoin d'aucune annonce. Il parlait directement à la partie la plus primale d'elle, la partie qui se souvenait des vieilles coutumes, des vieilles hiérarchies, des vieilles vérités. C'était le parfum d'un alpha. Pas juste n'importe quel alpha, un alpha primal, le premier alpha, celui dont tous les autres descendaient. Sylith, la voix d'Amarok avait changé, superposée maintenant d'une résonance qui vibrait à travers ses os. « Pourquoi es-tu sur le sol ?» Elle ne pouvait pas répondre, ne pouvait pas bouger. Chaque instinct lui criait de rester à la terre, de montrer soumission, de reconnaître la présence de quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle-même. La lumière entourant Amarok devint impossibly plus brillante, dorée et féroce, et elle vit à travers des yeux plissés que sa fourrure, maintenant propre pour la première fois de sa vie, était d'un blanc argenté brillant, parsemé d'or qui bougeait et coulait comme une flamme vivante. Ses yeux flamboyaient d'une lumière ambrée si intense ils apparaissaient fondus. Et puis le château répondit. Ça commença avec un seul hurlement, distant et incertain, venant de quelque part dans les niveaux inférieurs. Puis un autre le rejoignit, et un autre jusqu'à ce que le château entier éclate en un chœur de voix de loup élevé, en un appel qu'il ne comprenait pas mais ne pouvait pas résister. Garde, serviteurs, nobles, chaque loup dans les murs du château se retrouva hurlant, contraint par quelque chose d'ancien et d'indéniable. Le son était assourdissant, résonnant à travers les corridors en pierre et s'élevant en spirale dans les tours, une symphonie de reconnaissance qui n'avait pas été entendue depuis 1000 ans. Amarok se leva dans la baignoire, l'eau coulant de sa fourrure, et la lumière dorée pulsa vers l'extérieur en vagues. Où elle toucha les murs, des runes anciennes qui avaient été cachées sous des siècles de peinture et plâtre commencèrent à briller avec une radiance assortie. Les pierres elles-mêmes semblaient se souvenir ce qu'elles avaient été construites pour abriter. « Qu'est-ce que c'est qui m'arrive ?» Amarok baissa les yeux vers ses pattes, vers la lumière rayonnant de sa peau, vers son reflet dans l'eau. Plus la créature boueuse, maudite il avait toujours connue, mais quelque chose de magnifique et terrifiant. « Tu es révélé », Sylith murmura, toujours sur ses genoux. « Le vrai toi, le toi qui était toujours là. » La porte de la buanderie s'ouvrit en éclats. 2 gardes trébuchèrent, leurs mains sur leurs armes. Mais le moment où ils traversèrent le seuil, le parfum les frappa. Les 2 tombèrent à genoux instantanément, leurs épées cliquetant sur le sol en pierre.
leur tête s'inclinant en soumission involontaire. Par les anciens dieux, un d'eux haleta. Quelle est cette odeur? Je ne peux pas. Je dois. Sonner l'alarme, l'autre réussit à dire, sa voix tendue par l'effort de parler, tandis que chaque fibre de son être lui criait de se soumettre. Prenez le roi! Prenez tout le monde! Plus de pas résonnèrent dans le corridor. Le hurlement continua, devenant plus fort, plus insistant. Des loups convergeaient sur la buanderie de chaque coin du château, attirés par le parfum, contraints par des forces ils ne pouvaient nommer ou résister. Selith réussit finalement à lever sa tête assez pour regarder Amaro. Le chiot se tint au centre de la baignoire, l'eau dégoulinant toujours de sa fourrure transformée, l'air à la fois terrifié et étrangement calme. Pendant 3 ans, il lui avait été dit il était faux, brisé, maudit. Maintenant, en espace de minutes, tout s'était inversé. « Je ne comprends pas, » Amarok dit, regardant les gardes agenouillés à Selith, toujours sur le sol aux runes brillantes sur les murs. « Pourquoi est tout le monde? »« Parce que tu n'es pas maudit, » Selith dit, trouvant sa voix, bien qu'elle ne pouvait toujours pas se tenir debout. « Tu ne l'as jamais été. Quelqu'un a mis cette obscurité sur toi, a caché ce que tu es vraiment. Et ce que tu es vraiment est impossible. » Une nouvelle voix coupa à travers le chaos. Grande prêtresse Vora se tint dans l'encadrement de porte, son ancien visage tordu d'une émotion quelque part entre choc et fureur. Contrairement aux gardes, elle resta debout, bien que Selith pouvait voir l'effort que ça lui coûtait. Les mains de la prêtresse brillaient d'énergie sombre, une sorte de magie qui lui permettait de résister à l'envie accablante de se soumettre. « Ce n'est pas possible, » Vora répéta, ses yeux laiteux fixés sur Amarok avec une intensité qui frôlait la haine. Le linceul aurait dû tenir. Je l'ai liée avec sang et ombre, et elle se rattrapa, mais trop tard. 3 tels souffles, compréhension inondant à travers elle. Tu lui as fait ça. Le visage de la prêtresse devint vide, soigneusement neutre, mais ses mains se serrèrent en ton poing. J'ai fait ce qui était nécessaire, ce que les prophéties exigeaient. Ce pouvoir ne peut pas être autorisé à. Un rugissement résonna à travers le corridor, coupant ses mots. C'était un son de pure rage, d'autorité défiée, d'un roi qui venait d'entendre quelque chose qui brisait son monde. Roi Malphos arrivait. La lumière dorée pulsant de Amarok s'intensifia, répondant à l'approche de son père, et les pierres même du château gémirent, comme si portant un poids, elles avaient oublié comment porter. Le parfum de feu stellaire et de chêne ancien roula vers l'extérieur en une autre vague, plus fort qu'avant. Et à travers le royaume de la lune de sang, les loups arrêtèrent ce qu'ils faisaient et se tournèrent vers le château, leur cœur reconnaissant quelque chose leurs esprits ne pouvaient expliquer. L'alpha primal s'était éveillé. Et rien ne serait jamais le même. Roi Malphos prit les escaliers 3 à la fois, sa garde d'élite luttant pour garder le rythme. Rage brûla à travers ses veines comme du fer fondu. Quelqu'un avait défié les ordres directs, touché le maudit, et maintenant le château entier était descendu dans le chaos. Des loups hurlaient de manière incontrôlable. Des gardes avaient abandonné leur poste, et la moitié de sa cour était à genoux pour des raisons personne ne pouvait expliquer. Qui a donné l'ordre? Il grogna à Capitaine Turon, qui courait à côté de lui. Qui a autorisé quiconque à entrer dans cette pièce? Personne, mon roi. Turon haleta. C'était la nouvelle servante, Selith. Elle emmena le garçon à la buanderie du serviteur sans permission. Alors elle meurt. Les griffes de Malphos s'étendirent alors qu'il courait, à pointe d'argent et méchamment acéré. Et si la contamination s'est propagée, nous brûlons cette aile entière du château. Ils passèrent le dernier coin et Malphis vit la foule rassemblée à l'extérieur de la buanderie. Gardes, serviteurs, même certains des nobles inférieurs, tous pressés contre les murs, comme si essayant de s'éloigner le plus possible de l'encadrement de portes tout en étant toujours attirés vers lui. Leurs visages montraient une confusion et quelque chose d'autre. Peur primale mêlée de crainte. Bouger,
Malphas rugit, et ils se dispersèrent devant lui comme des feuilles dans une tempête. Il fonça vers l'entrée de la buanderie, le meurtre dans son cœur, et une fureur juste guidant ses pas. Ce maudit chiot avait été le fléau de son existence pendant 3 ans, un rappel constant d'échec, et maintenant quelques servantes insensées avaient. Le parfum le frappa. Mal figea à mi-pas, un pied toujours levé, son corps entier se bloquant comme s'il avait été transformé en pierre. Il se déversa à travers l'encadrement de portes comme une inondation invisible. Un parfum si puissant, si fondamentalement commandant, que son esprit de loup le reconnut avant que son esprit conscient ne puisse traiter ce qui se passait. Feu stellaire et chaîne ancien, le parfum légendaire de l'alpha primal. Non, il murmura, mais son corps répondait déjà. Ses genoux cédèrent, frappant le sol en pierre, avec un craquement qui envoya une douleur tirant le long de ses jambes. Sa tête s'inclina automatiquement, cou exposé dans le geste ultime de soumission. Derrière lui, sa garde d'élite, des guerriers qui n'avaient jamais mis genou à terre devant personne sauf lui, tombèrent comme un seul homme, leurs armes cliquetant au sol. Mon roi, la voix de Turon était tendue, confuse. Je ne peux pas. Pourquoi suis-je? Malphos ne pouvait pas répondre. Chaque fibre de son être lui criait de se soumettre, de reconnaître, de s'incliner devant quelque chose de plus grand que lui-même. C'était comme essayer de se tenir debout dans un ouragan, comme combattre la gravité elle-même. Son esprit de loup avait pris le contrôle, répondant à des instincts plus anciens que la civilisation, plus anciens que la mémoire. Il força sa tête vers le haut, luttant contre chaque cellule de son corps, et regarda dans la buanderie. La lumière dorée était aveuglante. Pour un moment, il ne put voir rien que radiance, pure et absolue. Puis ses yeux s'ajustèrent, et il vit la petite figure debout dans la baignoire en cuivre au centre de la pièce. Un Maroc, mais pas la Maroc qu'il connaissait. La fourrure emmêlée était partie, remplacée par un blanc argenté qui brillait comme la lumière des étoiles, parsemé d'or qui bougeait et coulait comme une flamme vivante. Le chiot était toujours petit, toujours juste 3 ans, mais il rayonnait un pouvoir qui fit l'air lui-même trembler. Ses yeux ambrés que Malphos avait toujours évités, flamboyaient d'un feu intérieur qui semblait percer droit à travers chair et os jusqu'à l'âme en dessous. La puanteur fétide était partie. À sa place était ce parfum accablant de l'alpha primal, le parfum qui forçait les loups les plus puissants du royaume à leurs genoux. Impossible, Malf souffle. Tu étais maudit. Tu étais un mensonge. Grande prêtresse Vora dit de quelque part à sa gauche. Il ne pouvait pas se tourner pour la regarder, ne pouvait pas ôter ses yeux de son fils. Tout était un mensonge, mon roi. Le linceul que j'ai placé sur lui, le faux parfum, les prophéties que je t'ai nourries, tout cela conçu pour te faire le rejeter, l'exiler, le retirer avant il pouvait. Avant il pouvait quoi? La voix de Malphasa était à peine reconnaissable, tordue par la rage et l'horreur naissante. Avant, il pouvait revendiquer ce qui est légitimement le sien. Vora termina la lignée sanguine alpha primal, le pouvoir qui fait tous les autres s'agenouiller, la force qui l'aurait rendu imparable. Amarok sortit de la baignoire, l'eau coulant de sa fourrure transformée. Le mouvement était gracieux malgré son jeune âge, et à chaque pas qu'il faisait, la lumière dorée pulsa plus fort. Il marcha vers son père, non avec agressivité, mais avec la curiosité prudente d'un enfant qui n'avait jamais été autorisé proche avant. Père, le mot était doux, interrogateur, mais superposé de cette résonance qui faisait les pierres vibrer en sympathie. Est-ce vraiment toi? Malphos essaya de parler et trouva sa gorge s'était fermée. 3 ans de mépris, de cruauté, de planification de la mort de cet enfant, et tout le long. Pourquoi me sens-je fort maintenant? Amarok demanda, inclinant sa tête. Sa voix tenait une confusion véritable. L'innocence de quelqu'un qui ne comprenait pas encore ce qui lui avait été fait.
Qu'est-ce qui n'allait pas avec moi avant? La question brisa quelque chose dans la poitrine de Malphaz. Faux. Le garçon pensait quelque chose avait été faux avec lui, avait intériorisé 3 ans de rejet et d'abus, se croyait digne d'elle, accepta qu'il était maudit et brisé et méritant l'exil, rien. Malfaux s'étouffa, le mot arraché de lui, rien n'était faux avec toi. Mais tu as dit, les yeux brillants d'Amarok étaient grands, incertains. Tu as dit, j'étais maudit, que mon odeur était poison, que je rendais le royaume faible. J'avais tort. L'admission se sentait comme avalée du verre brisé. Malf resta sur ses genoux, incapable de se lever, même s'il l'avait voulu. Son esprit de loup ne le permettrait pas. Pas en la présence de l'Alpha Primon. Par tous les dieux, j'avais tort. Selith, toujours agenouillé près de la baignoire, trouva finalement sa voix. L'obscurité sur lui n'était pas naturelle, votre majesté. Elle fut placée là, liée à lui avec magie. Tête de Malphaza s'orienta vers Vora. La grande prêtresse se tint près de la porte, la seule encore sur ses pieds, magie noire crépitant autour de ses mains, en un bouclier visible contre l'envie accablante de se soumettre. « Toi, il grogna, tu as fait ça. Tu m'as dit il était maudit, que le parfum le prouvait, que le garder ici nous détruirait tous. Et j'avais raison, Vora siffla, son ancien visage tordu de désespoir. Regarde le pouvoir rayonnant de lui. Il a 3 ans et force déjà chaque loup du château à la soumission. Que penses-tu il sera capable dans 10 ans, 20? Il sera un tyran, un monstre, imparable. Terre, il est mon fils. Malf rugit, le son résonnant sur les murs. Mon fils, et tu m'as tourné contre lui. M'as fait le torturer, l'abandonner, planifier son meurtre. J'ai sauvé ton royaume, Vora insista. La lignée sanguine alpha primale fut détruite pour une raison. Autant de pouvoir concentré en un être, ça corrompt, ça le consomme. Ça t'a terrifié, Amarok dit doucement, et tout le monde tomba silencieux. Le chiot, l'alpha primal, regarda Vora avec ses yeux ambrés brûlants. Tu avais peur de mai. Mais pourquoi? Je n'ai jamais blessé personne. Je voulais juste. Sa voix craqua, révélant l'enfant sous le pouvoir. Je voulais juste que mon père m'aime. Les mots pendirent dans l'air comme la lame d'un bourreau. Malf sentit quelque chose se briser en lui, un dernier mur qui avait retenu le poids entier de ce qu'il avait fait. Il vit tout en clarté brutale. Les nuits il avait laissé Amarok seul dans le froid. Les fois il avait refusé même d'entrer dans la pièce. La cruauté occasionnelle des gardes, il avait permis de continuer sans contrôle. Les plans d'exil qui étaient vraiment des plans de meurtre. Et pourquoi? Un mensonge, une conspiration, les manipulations d'une grande prêtresse. Amarok, il murmura, sa voix se brisant. Mon fils, tu m'as fait du mal. La simple déclaration fut plus dévastatrice que n'importe quelle accusation. Chaque jour, tu m'as fait du mal et j'ai essayé d'être bon, essayé d'être silencieux, essayé de ne plus se sentir mauvais, mais rien ne marcha. Parce que ce n'était jamais toi, Malphos dit, larmes coulant sur son visage maintenant, sa fierté abandonnée face à sa culpabilité. La faute n'était jamais toi. Elle fut placée sur toi, cachée sur toi, et je l'ai cru. J'ai vu ce qu'on m'a dit de voir au lieu de te voir. Capitaine Turon, toujours sur ses genoux à côté de son roi, parla. Mon roi, le parfum, ce qu'elle lui a fait, c'est de la magie noire, magie de sang qui est punissable par la mort. Malphos termina, ses yeux ne quittant jamais son fils. Grande prêtresse Vora, tu es accusée d'utiliser magie interdite contre l'héritier royal, de conspiration contre la couronne, de protéger ce royaume du même sort qui est arrivé aux anciens. Le calme de Vora finalement craqua. Tu ne comprends pas ce que tu as déchaîné. Les alpha primo ne disparurent pas parce qu'ils étaient faibles. Ils disparurent parce que leur pouvoir les rendit des dieux. Et les dieux n'ont pas de miséricorde. Amarok fit un autre pas vers son père.
Et Malphos vit quelque chose qui brisa son cœur davantage. Espoir. Malgré tout, malgré 3 ans de tourments, l'enfant espérait toujours que son père pourrait l'aimer. « Je ne veux pas être un dieu, Amarok dit doucement. Je veux juste être ton fils. » La lumière dorée pulsa une fois de plus, et quelque part profondément dans ce château, quelque chose d'ancien s'agita. Une réponse à la présence de l'alpha primal et un pouvoir qui n'avait pas foulé ses couloirs depuis un millénaire. La vérité avait été révélée, mais le vrai jugement ne faisait que commencer. Les mains de la grande prêtresse Vora tremblèrent alors qu'elle regardait son monde soigneusement construit s'effondrer. 3 ans de planification, de mensonges murmurés, de rituels sombres exécutés en secret, tous défaits par une servante avec une vieille barre de savon. Le linceul maléfique qui aurait dû durer jusqu'à l'exil du garçon gisait maintenant dissous dans une baignoire en cuivre. Et le pouvoir qu'elle avait passé si longtemps à supprimer flamboyait pour tout savoir. Mais elle n'avait pas survécu 60 ans à la cour royale en se rendant au premier revers. « Mon roi, elle dit, sa voix prenant la qualité résonante, elle utilisait pour les déclarations de volonté divine. Éloigne-toi de la créature. Ce que tu observes n'est pas ton fils. C'est une possession démoniaque prenant le dessus. » Malphos, toujours sur ses genoux, tourna sa tête lentement pour la regarder. Ses yeux tenaient une lumière dangereuse. « Tu as juste admis, tu as placé le linceul sur lui, que tu m'as menti pendant 3 ans pour le protéger. » La voix de Vora s'éleva, prenant un bord de désespoir, elle ne pouvait pas tout à fait cacher. Le linceul était destiné à contenir la graine démoniaque jusqu'à ce qu'il soit assez vieux pour la combattre. Ne vois-tu pas? Ce pouvoir, ce parfum non naturel, ce n'est pas naturel. Aucun loup ne devrait forcer d'autres à la soumission juste en existant. Les alpha primos l'ont fait. Capitaine Toron dit doucement de sa position sur le sol. Les vieilles histoires en parlent. Leur présence seule pouvait amener des meutes entières à leurs genoux. Légende Vorispad, conte d'enfants destiné à ce n'est pas un démon, la voix de Célite coupa à travers les protestations de la prêtresse. La jeune servante resta agenouillée, sa tête toujours inclinée, mais ses mots résonnaient avec conviction. C'est l'alpha primal. Le parfum ne peut pas être falsifié. C'est écrit dans son essence même, dans son sang, dans le noyau de ce qu'il est. Les yeux laiteux de Vora se fixèrent sur la servante avec une concentration intense et soudaine. « Et que saurais-tu de telles choses, fille? » « Tu n'es rien que 8. » Elle s'arrêta abruptement, ses narines s'évasant alors qu'elle inspira. « Chuchoteur de lune, ton clan des chuchoteurs de lune. » La révélation envoya une ondulation à travers les lousses assemblées. Le clan des chuchoteurs de lune avait été pensé éteint, traqué et détruit aux côtés des alpha primos il y a un millénaire. Ma grand-mère était la dernière, Célite dit, levant sa tête pour rencontrer le regard de Vora. Elle m'a enseigné les vieilles coutumes avant elle mourut, y compris comment reconnaître la magie noire quand je la vois. Elle gesticula vers le résidu noir, toujours accroché aux côtés de la baignoire. Ce linceul n'était pas protection, c'était suppression, dissimulation. Tu as caché ce qu'il était pour servir tes propres buts. Mensonge. Mais le masque de Vora glissait, des fissures montrant dans son calme soigneusement maintenu. La fille est clairement en ligue avec quel que soit le démon et posséder le garçon. Mon roi, tu dois agir maintenant avant l'entité complète sa manifestation. Quelle entité? La petite voix d'Amarok, toujours superposée de cette résonance ancienne, tenait une confusion véritable. Je ne me sens pas possédé, je me sens juste comme moi, mais sans la chose lourde qui me pressait toujours vers le bas. Vora fit un pas en arrière et pour juste un moment, à peine un battement de cœur, son expression changea. Le masque de spiritualité concerné tomba, révélant quelque chose en dessous qui était froid et calculateur et rempli de rage meurtrière. Ses yeux se fixèrent sur Amarok avec une telle haine
que plusieurs des gardes haltèrent. Puis le masque se remit en place, mais tout le monde l'avait vu. « Tu le veux mort, » Malphas dit, sa voix mortellement silencieuse. « Pas exilé, pas contenu, mort. Je veux sauver ce royaume du même sort qui détruisit les anciens. » Le calme de Vora se fracturait maintenant, sa voix montant à un quasi-cri strident. Les alphas primaux faillirent mettre fin à notre espèce entière. Leur pouvoir grandit jusqu'à ce qu'ils virent d'autres loups comme rien que des outils, esclaves, jouets. Ils massacraient quiconque les questionnait, ne s'accouplèrent qu'avec ceux qu'ils jugeaient dignes, appelèrent les faibles comme du bétail. C'était il y a 1000 ans, Thoron dit, et les histoires sont peu claires sur ce que réellement j'étais là. Les mots explosèrent de Vora, et soudain la buanderie tomba dans un silence choqué. Pas personnellement, mais à travers les souvenirs transmis par ma lignée sanguine. Nous étions ceux qui les ont finis, qui ont libéré les clans de loups de leur tyrannie. Mes ancêtres sacrifièrent tout pour assurer qu'aucun alpha primal ne s'élèverait jamais de nouveau. Alors tu l'admets, Malphos dit. Tu as travaillé contre mon fils depuis le moment où il est né. J'ai travaillé pour empêcher l'histoire de se répéter. Les mains de Vora flamboyèrent d'énergie sombre, les ombres autour d'elle s'approfondissant et se tordant. Et si tu ne feras pas ce qui est nécessaire, alors je le ferai. Elle leva ses mains, magie noire coalescente en vrille visible qui atteignirent vers Amarok. Mais avant elle put en frapper, Sélite se jeta devant le chiot, et la magie recula d'elle comme si frappant une barrière invisible. Les chuchoteurs de lune sont gardiens de la lignée sanguine primale. Sélite dit, sa voix stable malgré sa peur. Notre essence même repousse ta magie corrompue. Vorès grogna et atteignit dans ses robes, tirant un sifflet en os sculpté. Elle souffla une note trop haute pour les oreilles humaines, mais parfaitement accordée pour les loups. En quelques secondes, des pas résonnèrent dans le corridor. Pas les gardes réguliers du château, mais la garde personnelle de la prêtresse. 20 loups choisis à la main pour leur loyauté à elle seule. Ils firent une éruption dans la buanderie, armes tirées, et prirent immédiatement des positions autour de Vora. Leur chef, une femelle balafrée nommée Kess, regarda la scène avec confusion. Le roi sur ses genoux, la garde d'élite s'inclinant, et un chiot brillant au centre de tout cela. Grande prêtresse, Kess demanda incertainement. Le roi a été compromis par influence démoniaque. Vora annonça sa voix de nouveau prenant cette qualité résonante d'autorité divine. La créature dans la baignoire a possédé son esprit. J'invoque le mandat sacré. Quand le dirigeant tombe dans l'obscurité, le chef spirituel doit agir pour préserver le royaume. Ce n'est pas une vraie loi, Thoron protesta. Mais plusieurs des gardes de la prêtresse bougèrent pour bloquer l'encadrement de porte. La pièce se divisa. D'un côté, Vora et ses 20 gardes, armes prêtes. De l'autre, Malpha est toujours sur ses genoux, sa garde d'élite similairement incapable de se lever. Sélith protégeant Amarok et une poignée de serviteurs trop choqués pour bouger. Le parfum de l'alpha primal continua de se déverser à travers la pièce, forçant la soumission de tout le monde sauf Vora, dont la magie noire formait un bouclier visible autour d'elle. « Retire-toi, Vora !» Malphas commanda. Bien que sa position sur le sol privait les mots de leur autorité habituelle. C'est trahison, c'est salvation. Les yeux de Vora étaient sauvages maintenant, toute prétention abandonnée. Tu ne comprends pas ce qu'il deviendra. Le pouvoir le corrompra. Ça le fait toujours. Mieux de l'arrêter maintenant pendant qu'il est toujours jeune, toujours assez faible pour tuer. Je ne suis pas faible. La voix d'Amarok résonna et la lumière dorée autour de lui pulsa plus brillante. Tu m'as fait penser j'étais, mais je ne le suis pas. Je suis fort, j'ai toujours été fort. Les pierres sous leurs pieds tremblèrent. Les runes anciennes sur les murs flamboyèrent plus brillantes.
Et à travers le château, les loups sentirent une attraction ils ne pouvaient expliquer. Un appel à venir, à témoigner, à choisir des camps dans un conflit qui déterminerait l'avenir du royaume. Qu'est-ce, Vora ordonna, tue l'enfant maintenant. La garde balafrée hésita, regardant entre sa prêtresse et le chiot brillant. Grande prêtresse, je le parfum, ça me donne envie de le combattre. Les mains de Vora crépitaient avec plus de magie noire, et elle plaça une main sur l'épaule de Kess. La même énergie de bouclier qui protégeait la prêtresse coula dans la garde. Je te donne la force de résister. Maintenant, fais ton devoir. Kess serra les dents et leva son épée, faisant un pas vers Amarok. Les autres gardes, voyant leur chef bouger, commencèrent à avancer aussi. Malf rugit de fureur, essayant désespérément de se lever, mais toujours épinglé par sa soumission instinctive à l'alpha primal. « Arrête !» La voix d'Amarok craqua comme le tonnerre, et la lumière dorée explosa vers l'extérieur en une onde de choc de pur pouvoir. Chaque loup dans la pièce, sauf Vora, protégé par sa magie noire, fut jeté au sol. Des armes cliquetèrent des mains sans nerfs. Les runes anciennes sur les murs flamboyèrent si brillantes, elles devinrent douloureuses à regarder. Et de profond sous le château, quelque chose répondit à l'appel de l'alpha primal. Un son comme pierre grinçante résonna à travers les fondations. Le sol se fendit en une fine ligne, et de la fissure s'éleva une lumière bleu-blanc qui précéda même le château lui-même. « Non, » Vora murmura, son visage devenant pâle. La pierre d'éveil. Elle ne peut pas être encore active. Elle était supposée être morte, drainée, inutile après le dernier primal tomba. Mais la lumière continua de monter, répondant à la présence d'Amarok, reconnaissant ce qu'elle avait été construite pour servir. Le choix avait été fait. Le château lui-même choisissait des camps, et il choisit l'alpha primal. La lumière bleu-blanc de la pierre d'éveil pulsa en rythme avec le battement de cœur d'Amarok. Et comme elle le fit, quelque chose d'inattendu arriva. La radiance dorée entourant le chiot s'intensifia, fusionnant avec la lumière ancienne d'en dessous, et soudain, l'air lui-même sembla se déchirer. Malf haleta alors que des images inondaient son esprit. Pas des souvenirs, mais des visions forcées dans sa conscience avec une clarté cristalline. Il vit la chambre de naissance il y a 3 ans, vit la reine Sana gisant épuisée, mais vivante, vit 2 chiots nichés contre sa poitrine au lieu d'un. Non, il murmura. Mais la vision continua sans relâche. Il regarda alors que la grande prêtresse Vora entra dans la chambre, renvoyant les sages-femmes avec des affirmations de performance d'une bénédiction sacrée. La vit produire une fiole de liquide sombre et la forcer dans la gorge de Sana. Vite les yeux de sa compagne s'élargirent de trahison avant que son corps ne devienne rigide, son battement de cœur ralentissant à rien, chaque signe de vie disparaissant alors que le poison imitant la mort prenait le dessus. Savoura souleva un des chiots pleurants, celui dont le parfum portait déjà des indices de feu stellaire et de chêne ancien, et pressa sa main contre sa petite poitrine, magie noire coulant de ses doigts comme de l'huile. Le linceul maléfique prenant forme, s'enroulant autour de l'enfant innocent, supprimant sa vraie nature sous un faux parfum de pourriture et de décomposition. La vit prendre le second chiot et s'échapper par un passage caché, laissant seulement le maudit derrière pour Malphos à trouver aux côtés de sa compagne morte. « Sylva !» Le rugissement de Malf secoua la buanderie. Il réussit finalement à se lever, brisant la compulsion de soumettre par pure force de rage et d'angoisse. « Elle est vivante. Ma compagne est vivante. Mon roi. » Turon leva les yeux du sol, confus et désorienté. Reine Silana mourut en couche. Nous avons tous témoigné. Nous n'avons témoigné rien que les mensonges de Vora. Malphos se retourna contre la prêtresse avec le meurtre dans ses yeux. Tu l'as empoisonnée. Nous a fait penser elle était morte. Où est-elle? Où est ma compagne? Le visage de Vora était devenu cendré. Son calme, soigneusement maintenu, finalement se brisa complètement.
Tu n'aurais pas dû être capable de voir ça. La pierre d'éveil ne devrait pas être capable de projeter des souvenirs. Elle était seulement destinée à... Réponds-moi. Les griffes de Malphas s'étendirent pleinement, et malgré la présence de l'Alpha Primal, son propre pouvoir considérable en tant que roi Alpha flamboya. Où est Sulana? La prêtresse recula vers le mur, ses gardes personnels incertains s'ils devaient la défendre ou fuir. Elle devait être retirée, dit Vora, sa voix cassante. Elle aurait protégé le garçon, empêché son exil. J'avais besoin d'elle hors de mon chemin jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que tu puisses assassiner mon fils et installer ton propre héritier fantoche. Malf avança sur elle, la fureur rayonnant de chaque pore. Où est-elle? La petite voix d'Amarok coupa l'attention, l'endroit sombre sous terre. Je peux la sentir maintenant. Elle m'appelait, mais je ne pouvais pas l'entendre avant que la chose lourde ne s'enlève. Malfo se tourna vers son fils, voyant les yeux du chiot briller encore plus fort, comme si regardant quelque chose d'invisible pour tous les autres. Où, Amarok? Où est-elle? En dessous, dit le chiot, pointant vers le bas. Profondément en dessous, où les pierres froides pleurent. Elle est si fatiguée, père, si fatiguée et triste, et elle a rêvé de moi. Donjon du voile d'ombre, dit Turon d'un air sombre, les plus vieilles cellules, celles que nous n'utilisons plus. Elles sont sous l'aile nord, 3 niveaux plus bas. Malphas se tourna brusquement vers son capitaine. Prends tes coureurs les plus rapides maintenant. Amène-la avec précaution. Si elle a été sédatée pendant 3 ans, sa voix se brissa. Amène-la-moi, s'il te plaît. Turon réussit à lutter contre sa soumission instinctive assez pour se tenir debout, balançant légèrement. Il attrapa 2 autres gardes et ils trébuchèrent hors de la buanderie, leur mouvement maladroit alors qu'ils luttaient contre la présence accablante de l'Alpha Primal. Les gardes restants regardèrent Vora avec de nouveaux yeux, voyant non pas leur chef spirituel, mais une conspiratrice, une empoisonneuse, une femme qui avait déchiré la famille royale pour ses propres desseins. « Pourquoi ?» demanda Malphas, sa voix creuse maintenant que la rage initiale avait brûlé. « Sana t'a fait confiance. Je t'ai fait confiance. Pourquoi tout détruire? » « Parce que l'Alpha Primal aurait détruit plus, dit Vora, mais sa conviction vacilla. Mon fils mérite ton fils. L'inspiration nette de Kath attira l'attention de tous. Le second chiot, tu l'as pris pour toi. Il était sans valeur pour la prophétie, ami de Vora, semblant réaliser que le déni était inutile maintenant. Seul importait la lignée sanguine primale, la loterie génétique qui déterminait de telles choses choisies à Amarok. Mais Kael était toujours de sang royal, toujours assez fort pour régner. Sans l'ombre de l'alpha primal sur lui, il aurait pu être un roi juste, un roi équitable, un roi qui régnait sans forcer chaque loup à ses genoux. « Où est-il? » demanda Malphas. « Où est mon autre fils? » Avant que Vora ne puisse répondre, des pas résonnèrent dans le corridor, des pas de course accompagnés de souffles haletants et de voix urgentes. Turon fit éruption de nouveau dans la buanderie, son visage pâle. « Mon roi, nous l'avons trouvée. Tu dois venir maintenant. Amène-la ici, ordonna Malphas. Elle ne peut pas marcher. Elle a été sédatée si longtemps. Ses muscles sont. » Turon déglutit difficilement. « Nous la portons. Mais mon roi, elle est éveillée à peine, mais éveillée, et elle demande ses bébés, pluriel. » Une civière apparut dans l'encadrement de porte, portée par 4 gardes, se déplaçant avec une synchronisation prudente. Dessus gisait une louve, si mince qu'elle était presque squelettique, sa fourrure argentée autrefois lustrée en mêlée et terne. Mais ses yeux, des yeux ambrés profonds identiques à ceux d'Amarok, étaient ouverts et conscients. Silana. Le souffle de Malfoy se précipitant à son côté. Son regard se posa sur lui lentement, comme si voyant à travers des couches de brouillard. Mal, sa voix était à peine un murmure craqué par la désuétude. « C'est réel ou je rêve encore? »« C'est réel. » Il prit sa main, prudent de combien elle semblait fragile. « Tu es vivante.
Tu as été vivante tout ce temps et je pensais sa voix se brisa. Je suis si désolé. J'aurais dû savoir. Aurait dû vérifier. Aurait dû. Les bébés, Sana interrompit, ses doigts se serrant sur les siens avec une force surprenante. Où sont mes bébés? Elle les a pris. Elle les a pris tous les deux. Je n'ai pas pu l'arrêter. Un d'eux est ici. Malv regarda vers Amarok, qui se tenait figé au bord de la baignoire. Sa lumière dorée oscillant erratiquement alors que les émotions se déchaînaient sur son petit visage. Sana tourna sa tête, suivant son regard, et quand ses yeux se posèrent sur le chiot lumineux, quelque chose changea dans son expression. Reconnaissance, mais plus que ça, une connaissance profonde qui transcendait 3 ans d'inconscience imposée. Feu d'étoile, elle murmura, et des larmes commencèrent à couler sur son visage émacié. Mon chiot feu d'étoile, je t'ai senti naître, et senti le pouvoir en toi savait ce que tu étais. Elle a dit que tu étais une abomination, dit qu'elle devait te cacher, protéger le royaume de toi. Sa main s'allongea, tremblante. Mais je savais, même dans les rêves, je savais que tu étais spécial, savais que tu avais survécu. Amarok fit un pas hésitant vers la civière, puis un autre. La lumière dorée autour de lui s'adoucit, devenant plus chaude, moins accablante. Mère, le mot était hésitant, incertain. J'ai une mère, oui. La voix de Sana se renforça légèrement. Oui, mon doux garçon, tu as une mère qui a essayé de te joindre chaque moment de chaque jour, t'appelant dans les rêves, espérant tu pouvais m'entendre. J'ai entendu des murmures parfois, dit Amarok, s'approchant. Quand j'étais dans la tour, des mots doux me disant que je n'étais pas seul. Je pensais que je les imaginais. Tu ne l'étais pas. La main de Sana toucha finalement sa fourrure, et elle haleta. Le linceul est parti. Elle a en fait brisé le linceul. Comment? Selith s'avança, s'inclinant. Le vieux savon, ma reine, l'héritage de ma grand-mère. Il était destiné à ceci, à briser la magie noire et révéler la vérité. Chuchoteur de lune. Sulana souffla, la reconnaissance illuminant ses yeux. Ta grand-mère était Esra. Elle a servi ma mère avant que l'ancien ordre ne tombe. Elle m'a dit une fois que si la lignée sanguine primale revenait un jour, ses descendants seraient là pour la protéger. Et elle avait raison, dit Selith doucement. Sana tira Amarok plus près avec des bras tremblants, le serrant contre sa poitrine malgré sa faiblesse. Le chiot se serra contre elle, 3 ans de solitude et de désir se déversant en larmes silencieuses. La lumière dorée les entoura tous les deux, et pour un instant, mère et fils existèrent dans leur propre monde, réunis après une éternité de séparation forcée. Puis les yeux de Sana s'ouvrirent, se concentrant sur Vora avec une intensité soudaine. « Où est mon autre fils? Où est le chiot que tu m'as volé? »« En sécurité, » dit Vora défensivement. « Je l'ai bien élevé, je lui ai tout donné. »« Tu lui as donné des mensonges ?» La voix de Sana craqua de fureur malgré sa faiblesse. « Tu l'as volé, tu l'as fait tien. Comment l'as-tu nommé? »« Kale, Vora admit. Son nom est Kay. C'était le nom de mon père, Sana murmura. Tu m'as même volé ça. » La porte s'ouvrit de nouveau et un jeune loup passa, peut-être 12 ans en termes humains, avec une fourrure sombre et les traits acérés de Vora, mais les yeux ambrés de Sana. Il s'arrêta, fixant la scène devant lui avec une horreur croissante. Mère, Kale regarda Vora. « Que se passe-t-il? Ils ont dit que tu avais besoin de moi, mais son regard tomba sur Sana. « Qui est ça? »« Ça, dit Amarok doucement, toujours serré contre Sulana, et notre mère, ta vraie mère. » Le visage de Kale devint blanc alors que la vérité s'abattait sur lui. Kale se tenait figé dans l'encadrement de porte, son monde se fracturant à chaque seconde qui passait. Le parfum de l'alpha primal le submergea, forçant ses genoux à plier légèrement. Mais l'onde de choc psychique de la pierre d'éveil lui avait déjà montré assez de vérité pour faire de la soumission de son corps le moindre de ses soucis. Il l'avait vu, lui aussi.
Pas aussi clairement que Malphose, peut-être, mais assez. Des éclairs de mémoire qui n'étaient pas des siens. Une chambre de naissance, deux chiots pleurant, sa mère, sa vraie mère, tendant la main vers lui avant que l'obscurité ne la réclame. Et Vora, la femme qu'il avait appelée mère pendant 12 ans, l'emmenant dans l'ombre. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Sa voix sortit étranglée, désespérée. Il regarda Vora, la suppliant de tout nier, de faire des visions des mensonges. Dis-moi que je suis ton fils, dis-moi que je suis l'héritier légitime. Dis-moi que tu es mon fils, Vora dit férocement, se déplaçant vers lui. De toutes les manières qui comptent, je t'ai élevé, t'ai appris, t'ai aimé. Le sang ne signifie rien comparé à. Le sang signifie tout. Le cri de Cale résonna sur les murs de pierre. Tu m'as dit ça. Tu as dit que les lignées sanguines déterminaient de la force, déterminaient le droit de régner, déterminaient tout sur qui nous sommes. Il gesticula sauvagement vers Amarok. Et maintenant je découvre que ma vraie mère est étendue sur une civière. Que mon frère jumeau était enfermé dans une tour pendant que je dormais dans des draps de soie. Que tout ce que tu m'as dit était un mensonge. Pas tout. Les mains de Vora s'allongèrent vers lui, mais il recula. Je t'ai aimé. Je t'aime. J'avais besoin que tu sois fort, que tu sois prêt à régner, à apprendre sa place. Les yeux de Cale se fixèrent sur Amarok avec un mélange d'horreur et de fascination. Le plus petit chiot toujours serré contre la poitrine de Sana, sa lumière dorée pulsant doucement. C'est à ça que tout l'entraînement servait, n'est-ce pas? Toutes les leçons sur la force et le leadership et prendre des décisions difficiles. Tu me préparais à être roi après que tu l'aies fait tuer. Cale, s'il te plaît, allais-tu me le dire? Sa voix se brisa. Jamais. Où étais-je supposé vivre toute ma vie sans savoir que j'avais un frère, que j'avais une vraie mère, que mon existence entière était construite sur le vol et les mensonges? Sana se déplaça sur la civière, sa voix faible coupant en quelque sorte la tension. Cale, ton nom est Cale. Elle étudia son visage avec faim, buvant les détails qui lui avaient été refusés pendant 12 ans. Tu as la mâchoire de ton père, les yeux de ton grand-père. Tu es si grand, si fort. La contenance de Cale s'effondra. Tu ne me connais pas. Tu ne peux pas. Tu es une étrangère. C'est ma mère. Mais les mots sonnaient creux même pour lui. Je t'ai porté pendant 9 mois, Sana dit doucement. T'es senti donner des coups et bouger et grandir. T'es chanté avant ta naissance. T'es tenu pendant 17 minutes avant qu'elle ne t'enlève. Des larmes coulaient sur son visage émacié. 17 minutes, c'est tout ce que j'ai eu avec toi, mais tu es toujours mon fils. Tu as toujours été mon fils. C'est de la manipulation, Vora interjeta vivement. Elle joue sur tes émotions, essayant de te retourner contre la seule mère que tu aies jamais connue. La seule mère que j'ai jamais connue est une menteuse et une empoisonneuse. Cale se retourna contre elle. Tu l'as tuée ou as essayé? Tu m'as volé. Tu as mis une sorte de malédiction sur mon frère. Comment peux-tu rester là et agir comme si tu étais la victime? Parce que j'essayais de sauver le royaume. La contenance de Vora finalement se brisa complètement. Ne comprends-tu pas? Lui, elle pointa à Amarok, est un alpha primal. Sais-tu ce que ça signifie? Dans 10 ans, il sera capable de plier chaque loup de ce royaume à sa volonté. Dans 20, il pourrait conquérir des territoires voisins juste en marchant à travers eux. Dans 30, il serait un dieu vivant sans personne assez fort pour s'opposer à lui. Alors, tu as décidé de me faire roi à la place, Cale dit amèrement, parce que je suis assez faible pour être contrôlé, parce que tu es assez fort pour diriger sans devenir un tyran. Vora attrapa ses épaules, ses mains anciennes étonnamment fortes. J'ai vu ce que les alphas primaux sont devenus. Les souvenirs ont été transmis à travers ma lignée sanguine pendant 1000 ans. Ils ont commencé avec de bonnes intentions, mais un pouvoir si absolu corrompt absolument. Ils ont fini par traiter les autres loups comme du bétail, des programmes d'élevage et l'abattage sélectif. Et c'était eux qu'elle interrompit, pas lui. Il a 3 ans. Il n'a rien fait sauf souffrir.
Pourtant, le mot pendait dans l'air comme une malédiction. Il n'a encore rien fait. Amarok parla finalement, sa voix d'enfant portant toujours cette résonance qui faisait vibrer les pierres. J'ai tout entendu depuis la baignoire. J'ai entendu ce que tu as dit de moi. Il regarda Cale avec ses yeux ambrés flamboyants. Tu ne savais rien de tout ça. Tu ne savais pas pour la tour ou le froid ou les gardes qui m'ont blessé. Tu pensais que j'étais censé être exilé parce que j'étais maudit. Cale hocha la tête lentement, incapable de parler au-delà de la boule dans sa gorge. Elle te dit que j'étais dangereux, Amarok continua. Que je ferais du mal aux gens, rendrais le royaume malade. Il inclina sa tête, considérant, peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je deviendrai mauvais. Le pouvoir se sent grand en moi, vraiment grand, et je suis en colère contre Père pour m'avoir blessé, en colère contre les gardes, en colère contre tous ceux qui ont dit que je sentais mauvais. C'est naturel, Sana murmura, caressant sa fourrure. La colère contre l'injustice est naturelle, mais je ne suis pas en colère contre toi. Le regard d'Amarok resta fixé sur Cale. Tu ne savais pas. Je ne te blâme pas. Les mots tombèrent comme des pierres dans une eau calme, envoyant des ondulations à travers toutes les personnes présentes. Malphose, debout à côté de la civière de Silana, sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Voici un enfant qui avait été torturé pendant 3 ans, qui venait de découvrir la conspiration qui avait volé son enfance, qui possédait un pouvoir qui pouvait tout les détruire. Et son premier instinct fut la compassion. « Tu devrais me blâmer, dit Cale, sa voix épaisse d'émotion. J'avais tout pendant que tu n'avais rien. J'avais chaud pendant que tu gelais. J'étais aimé pendant que tu étais haï. Même si je ne savais pas, même si ce n'était pas ma faute, j'ai quand même bénéficié de ce qui t'a été fait. Est-ce que ça veut dire que tu es mauvais? Demanda Amarok avec la logique simple d'un enfant. Cale ouvrit la bouche puis la ferma. Je ne sais pas, mère. Amarok se surprit à regarder Vora. Elle t'a élevé, t'a appris des choses, t'a aimé, même si elle a fait de mauvaises choses à d'autres personnes. Est-ce que ça veut dire que l'amour n'était pas réel? Je ne sais pas, répéta Cale, mais ses yeux se remplissaient de larmes. Je pense. Amarok fit une pause, semblant lutter avec des concepts trop grands pour son jeune esprit. Je pense que les gens peuvent faire de très mauvaises choses et aimer toujours quelqu'un. Et je pense que les gens peuvent avoir de bonnes vies construites sur de mauvaises choses sans être mauvais eux-mêmes. Il fit un pas hésitant vers Cale. Tu es mon frère. C'est ce que mère a dit. J'ai toujours voulu un frère. La simple déclaration brisa quelque chose en Cale. Il tomba à genoux, non par la compulsion de l'alpha primal, mais par le pur poids de l'émotion. Je ne mérite pas ton pardon. J'aurais dû poser des questions. Aurais dû me demander pourquoi un prince était enfermé. Aurais dû. Tu étais un enfant, toi aussi, dit Selith doucement. Les enfants croient ce qu'on leur dit par les adultes en qui ils ont confiance. Elle a raison, ajouta Malphas, sa propre voix rauque d'émotion à peine contenue. Il regarda ses fils tous les deux, ensemble, pour la première fois dans leur mémoire consciente. J'étais l'adulte. J'étais le roi. J'aurais dû questionner, enquêter, exiger des preuves. Au lieu de ça, j'ai cru chaque mot de Vora et j'ai condamné mon propre fils à la souffrance. Il regarda Amarok. Tu montres plus de sagesse à 3 ans que je n'en ai montré pendant tout mon règne. Je ne veux juste plus être seul, dit Amarok simplement. Être seul dans la tour était le pire. Pire que le froid ou l'odeur ou les gardes. Juste être seul. Cale étendit lentement sa main vers son jumeau. Tu n'as pas à être seul, plus maintenant. Je ne sais pas comment être un frère, mais je veux apprendre si tu me laisses faire. Amarok regarda la main offerte, puis Sulana, qui hocha la tête encourageusement malgré ses larmes. Le petit chiot tendit la main et prit la main de Cale. Et au moment où leurs doigts se touchèrent, la lumière dorée pulsa une fois. Non agressif ou accablant, mais chaud, accueillant. « Tu te sens comme moi, Amarok dit avec émerveillement. Pas la partie pouvoir, mais en dessous, tu te sens le même.
Jumeaux, Sana murmura. Vous avez partagé mon utérus pendant 9 mois. Vous faites partie l'un de l'autre de manières qui vont plus profond que le sang. Vora regarda cette réunion avec une expression qui cyclait entre rage, chagrin et finalement résignation. Son monde soigneusement construit s'était complètement effondré. Le fils qu'elle avait élevé choisissait le frère qu'elle avait essayé de détruire. Le roi qu'elle avait manipulé était éveillé à ses mensonges. La campagne qu'elle avait empoisonnée avait survécu. Chaque pièce de son plan s'était effondrée. Ce n'est pas fini, elle dit doucement. Mais le combat était parti de sa voix. Le pouvoir le corrompra toujours. Le temps me donnera raison. Alors nous nous en occuperons si ça arrive, Mouth dit fermement. Mais nous le ferons en famille, tous, ensemble. Il tendit la main et tira les 2 garçons près. Et après un moment d'hésitation, Cale le permit. La main de Sana rejoignit les leurs depuis la civière, et pour la première fois en 3 ans, la famille royale brisée commença le long et douloureux processus de devenir entière. Mais dans les ombres au bord de la pièce, les gardes personnels de Vora échangèrent des regards inquiets. Leur prêtresse avait échoué, mais elle les avait aussi bien enseignés, et la loyauté une fois donnée n'était pas facilement révoquée, même lorsqu'elle était construite sur des mensonges. La vraie bataille pour l'âme du royaume ne faisait que commencer. Capitaine Toron fut le premier à exprimer ce que tout le monde pensait. Le savon. Il regarda Selith avec une nouvelle suspicion. Ce n'était pas du savon ordinaire. Comment une jeune fille de village arrive à posséder un artefact assez puissant pour briser la magie du sang, jeté par une grande prêtresse? Kath avait espéré éviter cette conversation, mais elle savait que c'était inévitable au moment où le linceul se dissoudrait. Elle se redressa de sa position à genoux, bien que la présence de l'alpha primal rendait toujours ses mouvements différents, instinctifs. Ce n'était pas le hasard, elle admit doucement. Rien de tout ça n'était le hasard. Malphos, tenant toujours ses 2 fils, tourna son attention vers elle, ses yeux plissés. Explique. Mon nom complet est Selith Chuchoteur de Lune, elle dit, et plusieurs des gardes plus âgés halètèrent au nom de famille. Ma grand-mère était Esra Chuchoteur de Lune, dernière de la lignée Serre qui servit les Alpha Primo avant la chute. Les chuchoteurs de Lune furent détruits, dit Turon, pourchassés et exécutés aux côtés du dernier Alpha Primal il y a 1000 ans. Pas tous, les mains de Selith tremblèrent légèrement, mais elle se força à continuer. Une poignée s'échappa, se cacha. Ma lignée sanguine a attendu, observé, préparé pendant 10 siècles. Parce que la grand-mère de ma grand-mère de ma grand-mère, remontant 30 générations, vit ce qui venait. Vit que la lignée sanguine primale reviendrait. Prophétie commode, un des gardes de Vora Marmona. Pas commode, inévitable. Selith rencontra le regard de Malphas fermement. Le gène alpha primal ne meurt pas, il dort juste. Il peut sauter 50 générations, 100, attendant la bonne combinaison de lignées sanguines pour le réveiller. Mes ancêtres savaient qu'il referait surface éventuellement. Et ils savaient que quand il le ferait, les anciens pouvoirs bougeraient pour le détruire de nouveau. Les anciens pouvoirs? Sana demanda de sa civière. Tu veux dire la lignée sanguine de Vora? Les lieurs d'ombre? Kath hocha la tête vers la prêtresse déshonorée. C'est comme ça qu'ils étaient appelés dans les textes anciens. Ce sont eux qui ont orchestré la chute des Alpha Primo, qui ont convaincu les autres clans qu'un tel pouvoir était trop dangereux pour exister. Ils ont surveillé les lignées sanguines royales depuis, guettant le gène pour refaire surface. L'expression de Vora resta de pierre, mais elle ne le nia pas. Ma grand-mère a reçu la vision il y a 17 ans, Selith continua. Elle a vu la compagne du roi Malphos, bien qu'elle ne connaissait pas votre nom alors, portant des jumeaux. Vat l'un d'eux briller avec le feu d'étoile marqué par le destin. Elle vit aussi la prêtresse lieuse d'ombre se déplaçant pour supprimer l'enfant pour le cacher jusqu'à ce qu'il puisse être éliminé. Alors elle t'a envoyé ici pour l'arrêter? Malphos dit lentement.
Mais pourquoi attendre 3 ans? Pourquoi laisser mon fils souffrir si tu savais ce qui se passait? Parce que je ne savais pas, la contenance de Selith craqua légèrement. La vision montrait ce qui arriverait, mais pas quand. Ma grand-mère est morte il y a 2 mois, et ses derniers mots furent de prendre le savon sacré et de chercher un emploi au château. Elle dit que je saurais le moment quand je le verrais. Ses yeux se tournèrent vers Immerok. Quand je l'ai vu effondrer dans cette pièce brûlante de fièvre, couvert de saleté, les mots me sont revenus. Quand l'obscurité a pris une fausse forme, j'ai finalement compris. Le savon a été fait dans ce but, Sana demanda. Fait il y a 1000 ans, Selith confirma. Avant que le dernier alpha primal ne tombe, les chuchoteurs de lune créèrent 12 barres du savon sacré, infusés d'argent d'une étoile tombée, et d'herbes qui ne poussent que sous la pleine lune. Chaque barre fut donnée à une lignée sanguine différente avec des instructions pour la garder, la transmettre, attendre le retour. Elle regarda ses mains. 11 de ces lignées sanguines échouèrent, perdirent le savon, oublièrent le but, ou furent entièrement anéantis. La lignée de ma grand-mère était la dernière barre de savon, la dernière chance. La buanderie tomba silencieuse alors que tout le monde absorbait ceci. L'idée que la révélation d'Amarok avait été orchestrée sur un millénaire, que des générations de chuchoteurs de lune avaient vécu et étaient mortes, protégeant une barre de savon pour ce moment exact. C'était presque trop vaste pour être compris. « Tu as dit que ta grand-mère a vu une prophétie? » Malphas dit prudemment. « Qu'a-t-elle vu d'autre? Quoi d'autre arrive? » Kath hésita, et cette hésitation envoya un frisson à travers la pièce. « Dis-moi, » le roi commanda. La vision ne se termina pas avec la rupture du linceul, Selith dit lentement. Elle continua en avant. Ma grand-mère vit l'Alpha Primal se lever pendant l'heure la plus sombre du royaume. Elle vit la voix de Selith tomber à peine, un murmure. Elle vit le dévoreur s'éveiller. Le nom ne signifiait rien pour les loups plus jeunes, mais les plus âgés, ceux qui avaient fait attention à l'histoire ancienne, pâlirent. Thoron fit un geste de protection, une vieille superstition destinée à dévier le mal. « C'est un mythe, » Malphos dit, mais sa voix manquait de conviction, un conte édifiant sur ce qui arrive quand les lignées sanguines deviennent corrompues. Les alpha primaux furent créés comme une défense, Selith dit. C'est ce que disent les vieux textes. Avant qu'il n'y ait des royaumes, avant qu'il n'y ait des clans, quelque chose d'autre existait dans ces terres. Quelque chose qui se nourrissait de loups, qui les corrompait de l'intérieur, qui retournait meute contre meute jusqu'à ce que l'espèce faillît s'éteindre. Le dévoreur, Sana murmura. Ma mère racontait des histoires. Une chose qui vivait dans les ombres et se nourrissait de peur et de discorde. Le premier alpha primal naquit pour le combattre, béni par la déesse de la lune elle-même avec un pouvoir qui pouvait tenir tête à l'obscurité. Et quand les alpha primaux tombèrent, Selith continua. Le dévoreur retourna dormir. Mais il ne mourut pas. La vision de ma grand-mère le montrait s'agiter de nouveau, attiré par. Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Attiré par la même discorde et peur qui faillirent détruire les clans de loups la première fois. Les guerres entre royaumes, l'effondrement des anciennes coutumes, l'affaiblissement des liens de meute. Il s'est nourri de tout ça, devenant plus fort pendant que nous devenions plus faibles. « Combien de temps ?» Malf demanda. « Combien de temps avant que cette chose ne s'éveille pleinement ?» La vision n'était pas claire sur le temps, mais il y avait des signes. Le premier fut le retour de la lignée sanguine alpha primale, que nous avons maintenant vu. Le second serait le voile d'ombre, ouvrant des fissures dans la réalité où l'influence du dévoreur saigne. Le troisième, le voile d'ombre s'est déjà ouvert. Vora interrompit, sa voix creuse. Il y a 6 mois dans les territoires du Nord. Nous l'avons gardé secret pour éviter la panique, mais des meutes entières ont disparu. Les éclaireurs ont rapporté avoir vu des anomalies, la réalité tordue. Des loups retournés à l'envers, mais toujours vivants, toujours hurlants.
La buanderie éclata en exclamations choquées. Malfa se retourna contre la prêtresse. « Tu savais ça et n'as rien dit. » J'essayais de l'empêcher. Le masque de Vora se fissura davantage. Ne vois-tu pas? Les textes anciens disent que le dévoreur est attiré par les présences puissantes, s'en nourrit. L'éveil de l'alpha primal est comme un phare. Il appellera la chose directement à nous. J'essayais de retirer Amarok avant qu'il ne puisse se manifester pleinement, avant qu'il ne puisse attirer l'attention du dévoreur sur le cœur du royaume. « Où » Silith dit froidement. « Tu essayais de t'assurer que le royaume n'avait aucune défense quand le dévoreur arriverait. L'alpha primal est le seul pouvoir qui peut lui tenir tête. Sans lui, nous sommes impuissants. Le dernier alpha primal a échoué. » Vora cria. Le dévoreur faillit le tuer avant que les lieux d'ombre n'interviennent. « Qu'est-ce qui te fait penser qu'un chiot de 3 ans fera mieux? Parce que cette fois, il ne sera pas seul. » Silith regarda Amarok, qui avait écouté avec de grands yeux. Le dernier alpha primal pensait que son pouvoir le rendait supérieur, rendait les autres inférieurs à lui. Il a combattu seul, n'a fait confiance à personne et failli mourir pour ça. Mais celui-ci, elle sourit légèrement. Celui-ci a juste pardonné le frère qui avait tout pendant qu'il n'avait rien. Celui-ci montre de la compassion à ceux qui l'ont blessé. Celui-ci comprend que la force sans cœur n'est que tyrannie. Amarok se serra plus près de Sana, submergé. Je ne sais pas comment combattre un dévoreur. Je ne sais même pas ce que ça signifie. Tu n'as pas besoin de savoir encore, Sana murmura, le serrant fort. Tu n'es encore qu'un chiot. Mais il ne restera pas un chiot pour toujours, Malf dit d'un air sombre. Et si ce que dit Silith est vrai, si cette chose s'éveille déjà, nous n'avons pas beaucoup de temps. Il regarda son fils. Tous les deux. Nous devons nous préparer, nous tous. Il y a plus, Silith dit avec réticence. La prophétie a mentionné 3 qui doivent se tenir ensemble quand l'obscurité vient. L'alpha primal, oui, mais aussi le jumeau d'ombre. Kel, Solana souffla, et la file de la lune, la main de Kath se porta à sa poitrine. Je n'ai pas compris cette partie avant aujourd'hui, mais je pense que ma grand-mère ne m'a pas seulement envoyé ici pour briser le linceul. Elle m'a envoyé ici pour me tenir à ses côtés quand la vraie bataille commencera. Touron rit amèrement. Alors, nous avons un enfant de 3 ans, un enfant de 12 ans qui vient de découvrir que toute sa vie est un mensonge et une servante avec une barre de savon. C'est notre défense contre un ancien mal qui faillit détruire notre espèce. Non, Malfis dit fermement. Nous avons un alpha primal qui représente la bénédiction de la lune, un frère qui relie la lumière et l'ombre, et une chuchoteuse de lune qui porte la sagesse des âges. Nous avons un royaume qui a été divisé mais qui peut être uni. Nous avons la vérité là où il y avait des mensonges. Il les regarda chacun à leur tour. Ce n'est peut-être pas suffisant, mais c'est ce que nous avons, et nous ferons en sorte que ça marche. Dehors, dans le crépuscule grandissant, quelque chose s'agita dans les territoires du Nord. La réalité se fissura juste un peu plus largement, et à travers l'écart, quelque chose d'ancien et affamé tourna son attention vers le sud, vers le phare flamboyant de lumière dorée qui venait de s'annoncer au monde. L'alpha primal s'était éveillé, et le dévoreur l'avait remarqué. La garde du château se déplaça pour saisir Vora, mais elle leva les mains, et une énergie sombre explosa vers l'extérieur, créant une barrière qui les repoussa contre les murs. Ses yeux laiteux flamboyaient d'une détermination désespérée, alors qu'elle se tournait pour faire face à Amarok directement, ignorant les autres. « Tu penses qu'ils te protégeront maintenant? » Sa voix coupa le chaos comme une lame. « Tu penses que leur culpabilité change quoi que ce soit? Au moment où tu deviens incommode, au moment où ton pouvoir les effraie plus que leur honte ne les pousse, ils se retourneront contre toi de nouveau. » Silence! Malfas rugit, mais la barrière des Vora le tenait à distance. « Regarde, les enfants. » Vora gesticula vers les loups rassemblés, tous toujours à genoux, ou luttant pour se lever contre la présence accablante de l'alpha primal. Ils se soumettent parce qu'ils n'ont pas le choix. Ton existence même les a servis.
Penses-tu que ça engendrera l'amour, la loyauté? Ils te ressentiront, te craindront, et la peur toujours, toujours se tourne vers la haine éventuellement. La lumière dorée d'Amarok vacilla, l'incertitude traversant son petit visage. Je ne veux pas qu'ils aient peur. Alors tu es un fou. Vora fit un pas de plus, sa voix tombant à quelque chose de presque doux. Mais tu n'as pas à l'être. J'ai eu tort d'essayer de cacher ton pouvoir. Tort de supprimer ce que tu es. Je le vois maintenant. Mais j'avais raison sur une chose. Un pouvoir comme le tien a besoin de guidance, de but de direction. Reste loin de lui. Sana essaya de se lever de la civière, mais retomba. Trop faible. Vora l'ignora, se concentrant entièrement sur le chiot. Tu as souffert à Maroc. 3 ans dans cette tour froide. 3 ans de rejet de douleur. De s'être fait dire que tu étais faux et brisé et maudit. Cette souffrance est réelle. Cette douleur est valide et tu as tout le droit d'être en colère à ce sujet. C'est un enfant. Selith protesta. Tu ne peux pas. Je parle à l'Alpha Primal. Vora claqua. Et il est assez vieux pour comprendre la vérité. Elle s'accroupit au niveau d'Amarok, ses yeux fixés sur les siens. Ils t'ont blessé. Ton père a planifié de t'exiler pour mourir dans la nature. Les gardes t'ont tourmenté pour le sport. Les serviteurs ont refusé de te toucher. Pendant 3 ans, tu as été traité comme moins que rien. La lueur d'Amarok s'intensifia, répondant aux émotions que ces mots éveillaient. Ça faisait mal, il murmura. Ça faisait si mal. Je sais. La voix de Vora était presque hypnotique maintenant. Et cette douleur ne disparaît pas juste parce qu'ils se sentent soudainement coupables. Les souvenirs restent, les cicatrices restent, chaque nuit froide, chaque mot cruel, chaque moment de solitude, tout est toujours là en toi, n'est-ce que bon? Le chiot hocha la tête lentement, des larmes commençant à couler sur son visage. Alors, utilise-le, Vora pressa. Je peux t'apprendre comment. Je connais les anciennes méthodes, les techniques que les anciens alphas primo utilisaient pour canaliser l'émotion en pouvoir brut. Ta rage, ta douleur, ta souffrance, tout ça peut devenir force, force incassable. Le genre de pouvoir qui assure que personne ne te blessera plus jamais. Elle agita sa main et l'énergie sombre coalesça en images, des visions qui pendaient dans l'air comme des peintures vivantes. Amamarok se vit grogner, magnifique et terrible, debout au sommet d'une montagne tandis que des royaumes s'étendaient devant lui. Vit d'autres loups s'incliner non par compulsion, mais par une véritable admiration et peur. Se vit en sécurité, protégé, intouchable. Ceci pourrait être ton futur, Vora murmura. Pas un roi qui sert son royaume, mais un Dieu qui façonne le monde à sa volonté. Plus de douleur, plus de peur, plus d'être vulnérable à la cruauté des autres. Amarok fixa les visions, sa petite poitrine montant et descendant rapidement. La lumière dorée autour de lui commença à s'assombrir sur les bords. Teintée de rouge, la couleur de la rage, de la vengeance, de la fureur justifiée cherchant une issue. Oui, Vora souffla, voyant le changement. Tu le sens, n'est-ce pas, la justesse de cela. Il mérite ta colère. Ton père qui t'a rejeté, les gardes qui t'ont torturé, chaque loup qui s'est détourné avec dégoût. Ils méritent tous de sentir même une fraction de ce que tu as ressenti. Non. Malphos dit désespérément. Amarok, s'il te plaît, je sais que je t'ai échoué. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais ne laisse pas mes erreurs te transformer en quoi? La voix d'Amarok était encore enfantine, mais bordée de quelque chose de plus dur. En quelqu'un qui blesse les gens comme tu m'as blessé. La teinte rouge dans sa lueur s'étendit plus loin. Peut-être devrais-je t'enfermer dans la tour pendant 3 ans, te laisser sous la pluie, te dire que tu sens mauvais. Vois comment tu aimes ça. Les visions changèrent, montrant Malphos dans la tour nord, montrant les gardes qui le tourmentaient, subissant des destins similaires, montrant le royaume transformé sous un règne absolu où personne n'osait montrer cruauté ou faiblesse. Justice, Vora dit.
sa voix lisse comme de la soie. Pas vengeance, justice pour ce qui t'a été fait, et prévention, assurant que personne ne pourra jamais refaire de telles choses. Ce n'est pas de la tyrannie, c'est de la protection. Cale s'avança, passant la barrière sombre qui semblait s'ouvrir pour lui. Le jumeau d'ombre, capable de marcher à travers les ombres qui arrêtaient les autres. « Frère, il dit doucement, je comprends la tentation. J'ai été en colère, moi aussi, apprenant comment ma vie était construite sur des mensonges. Mais ceci, il gesticula vers les visions. Ce n'est pas justice, c'est juste plus de douleur. Tu ne sais pas ce que c'était, Amarok dit, sa voix craquant. Tu avais tout pendant que je n'avais rien. Tu as raison. Je ne sais pas. Cale s'agenouilla à côté de son jumeau. Mais je sais ce que c'est de découvrir que la personne en qui tu avais le plus confiance t'a menti sur tout. Et mon premier instinct fut aussi la rage. Une partie de moi voulait la blesser en retour pour lui faire sentir ce que je ressentais. Il jeta un coup d'œil à Vora, mais ça ne me ferait pas vraiment me sentir mieux. Ça me transformerait juste en quelqu'un que je ne veux pas être. Les faibles parlent de miséricorde, Vora interjeta en douceur. Les forts prennent ce qui leur est dû. Le pouvoir construit sur la douleur ne crée que plus de douleur. La voix de Sélite sonna claire, coupant à travers la tentation comme une cloche à travers le brouillard. Ma grand-mère me l'a dit. Elle a dit, « Le dernier alpha primal est tombé non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il a laissé sa souffrance le rendre cruel. Chaque blessure qu'il avait reçue, il la remboursait au décuple. Chaque affront, il y répondait par la destruction. Et à la fin, il était si consumé par la rage que quand le dévoreur est venu, il ne pouvait pas voir la différence entre ennemis et alliés. Amarok se tourna vers elle, le rouge et l'or dans son aura se faisant la guerre. Mais ils m'ont blessé. Oui, Sélite n'a pas essayé de minimiser ça. Ils l'ont fait, et c'était faux. Profondément, inexcusablement faux. Tu as tout le droit à ta colère, à ta douleur, à ton sentiment de trahison. Alors pourquoi ne devrais-je pas? Parce que tu peux être différent. Sélite s'approcha, prudemment comme si approchant un animal blessé. Le dernier alpha primal a laissé sa douleur le définir. L'a laissé le consommer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre. Mais toi, tu es déjà différent. Tu as pardonné Cale quand tu n'avais aucune raison de le faire. Tu as montré de la compassion quand tu aurais pu montrer du mépris. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une force d'un genre que Vora ne comprend pas. Sentiment, Vora Raya. De jolis mots qui ne signifient rien quand l'obscurité vient. Ils signifient tout, Sana dit de sa civière, sa voix faible portant en quelque sorte. Amarok, mon doux garçon, regarde-moi. Le chiot se tourna vers sa mère, et la teinte rouge dans son aura vacilla. Tu as été blessé, Sana continua. Terriblement, cruellement blessé par des gens qui auraient dû te protéger. Et si tu choisis la vengeance, si tu choisis de laisser cette douleur te transformer en quelque chose de dur et sans merci, je t'aimerai toujours. Tu seras toujours mon fils, mais tu seras aussi seul d'une manière qui va plus profond que n'importe quel tour. J'étais déjà seul, Amarok murmura. Tu l'étais, mais tu n'as plus à l'être. Sana tendit sa main tremblante. Tu as un choix maintenant que tu n'avais pas avant. Tu peux utiliser ton pouvoir pour faire sentir ta douleur aux autres, ou tu peux l'utiliser pour t'assurer que personne d'autre n'aura jamais à ressentir ce que tu as ressenti. Un chemin mène à la force construite sur la peur. L'autre mène à la force construite sur quelque chose de bien plus puissant. Quoi? Amarok demanda, l'esprit de son enfant luttant avec des concepts trop grands pour son âge. Amour, ma face dit, sa voix rauque, elle veut dire l'amour, et je sais que je n'ai pas le droit d'en parler après ce que j'ai fait, mais ta mère a raison. Le pouvoir d'inspirer la peur n'est rien comparé au pouvoir d'inspirer la loyauté. Loyauté réelle donnée librement, non contrainte par ta présence. Les visions que Vora avait conjurées commencèrent à vaciller et s'estomper alors que l'attention d'Amarok s'éloignait d'elle. Le rouge dans son aura recula légèrement, l'or redevenant plus fort.
Je ne sais pas comment faire ça, il admit. Comment être fort sans être méchant? Comment avoir du pouvoir sans blesser les gens? Aucun de nous ne sait, Cale dit doucement. Mais peut-être pouvons-nous le comprendre ensemble. Amer Rock regarda son jumeau, sa mère, son père agenouillé de honte, Selith, qui avait tout risqué pour l'aider. La lumière dorée pulsa une fois, deux fois, et les bords rouges commencèrent à se dissoudre comme la brume matinale. Non, il dit finalement, se retournant vers Vora. Je ne veux pas de tes enseignements. Je ne veux pas être en colère tout le temps. Être en colère fait trop mal. Le visage de l'ancienne prêtresse se tordit de frustration. Tu fais une erreur. Quand le dévoreur viendra, quand ton royaume aura besoin que tu sois impitoyable et fort. Alors je serai fort, Amarok interrompit. Mais mon genre de fort, pas le tien. La barrière sombre autour de Vora vacilla et mourut alors que sa concentration se brisait. Les gardes se ruèrent immédiatement, saisissant ses bras. Elle ne résista pas, mais ses yeux restèrent fixés sur Amarok. « Tu regretteras ça, » elle dit doucement. « La miséricorde est un luxe que l'alpha primal ne peut pas se permettre. »« Peut-être, » Amarok répondit. « Mais être méchant tout le temps sonne fatigant. Je suis déjà fatigué de la tour. Je ne veux pas être fatigué pour toujours. » Et avec ces mots simples, le chiot de 3 ans fit un choix qui résonnerait à travers les générations. La lumière dorée entourant Amarok flamboya plus brillante que jamais. Mais cette fois, elle portait de la chaleur plutôt qu'une force accablante. Il se détourna complètement de Vora, la rejetant comme si elle n'était plus pertinente, et se déplaça vers la civière de sa mère avec un but dans ses petits pas. « Mère, » il dit, plaçant ses minuscules pattes sur la main de Sulana. « Tu es toujours malade dans ta tête. Je peux sentir le brouillard, là, le poison qui essaye toujours de te garder endormi. » Sana le regarda avec émerveillement. « Tu peux sentir ça. Je peux tout sentir maintenant. » Les yeux d'Amarok brillèrent plus fort. Toutes les choses cachées, toutes les choses brisées. Et je pense que je peux en réparer certaines. Amarok, tu n'as pas à le faire. Malfo commença. Mais le chiot secoua la tête. Oui, je le dois. Non pas parce que je dois prouver quoi que ce soit, mais parce que je le veux. Parce que réparer les choses se sent mieux que de les briser. Il ferma les yeux et la lumière dorée coula de son petit corps dans celui de Sulana. Elle se déplaça à travers elle comme un soleil liquide, cherchant les restes du poison de Vora, les dégâts causés par 3 ans de sédation forcée, les souvenirs fragmentés qui avaient été enfermés. Là où la lumière touchait, les tissus se régénéraient, les voies neurales se reconnectaient, et le brouillard qui avait obscurci son esprit si longtemps commença à se lever. San allaita, son dos s'arquant alors que la sensation et la clarté revenaient en une ruée. Ses yeux, qui avaient été ternis par les drogues et la souffrance, flamboyèrent soudainement avec la même intensité ambrée que ses fils. La couleur revint à son visage émacié, et quand elle s'assit, vraiment s'assit sans assistance. Tout le monde dans la buanderie retint son souffle. « Je me souviens, » elle murmura, des larmes coulant sur son visage. « Je me souviens de tout. La naissance, vous deux dans mes bras, elle entrant avec cette fiole, le goût du poison, essayant de crier, mais ma gorge ne voulait pas fonctionner. La regardant prendre Cale pendant que je ne pouvais pas bouger, ne pouvais pas parler, ne pouvait pas. Elle tendit la main vers Amarok et le tira dans une étreinte féroce. « Tu viens de me rendre truand de ma vie. »« Pas tout, » Amarok dit honnêtement. « Le temps est toujours parti, mais au moins le brouillard ne cache pas ce qui reste. » Malfo regarda cette démonstration de pouvoir. Non destructif, non dominant, mais guérisseur, et sentit quelque chose se briser en lui. C'était ce qu'il avait essayé d'exiler. C'était ce qu'il avait condamné à mort. Pas une malédiction, mais une bénédiction qu'il avait été trop aveugle pour voir. Amarok se tourna pour faire face à son père, et le roi tressaillit de ce regard doré. «
Mais le chiot n'attaqua pas, ne rugit pas. Il parla simplement la vérité. Tu m'as appris que la faiblesse mérite une punition, Amarok dit, la voix stable de son enfant. C'est ce que tu m'as dit par tes actions, même si tu n'as pas utilisé ces mots. Chaque fois que tu as refusé de me regarder, chaque fois que tu as laissé les gardes me blesser, chaque fois que tu as planifié mon exil, tu m'enseignais que les faibles ne méritent ni amour, ni miséricorde, ni même une gentillesse élémentaire. J'avais tort, Mouth étouffa, à propos de tout ce que tu étais, mais pas à propos de la faiblesse méritant une punition. Amarok inclina sa tête, et le geste était si innocent qu'il rendit les mots qui suivirent encore plus dévastateurs. Je n'ai jamais été faible. Tu l'étais. Tu étais faible parce que tu as cru ces mensonges sans les remettre en question. Tu étais faible parce que tu ne pouvais pas voir ton propre fils se tenant juste devant toi. Tu étais faible parce que tu as laissé la peur prendre tes décisions au lieu de l'amour. Les mots tombèrent comme des coups de marteau. Malphose baissa la tête, incapable de rencontrer le regard de son fils. « Que puis-je faire? Comment puis-je jamais arranger ça? Tu ne peux pas. » La simple déclaration pendit dans l'air. Le passé est fait. Les nuits froides et la solitude et la douleur, elles sont arrivées et rien ne peut les défaire. Mais Amarok fit une pause, semblant chercher des mots. Tu peux être différent à l'avenir. Tu peux être le père que tu aurais dû être à partir de maintenant. Je ne mérite pas. Aucun de nous n'obtient ce que nous méritons. Kath interjeta doucement. Nous obtenons ce que nous choisissons de créer à l'avenir. Malphase regarda autour de la buanderie les témoins rassemblés. Sa compagne restaurée, ses deux fils unis, la servante qui avait brisé un sortilège vieux d'un millénaire, les gardes qui avaient tout vu. Son autorité construite sur la force et la certitude s'était effondrée. Mais peut-être que quelque chose de mieux pourrait être construit à partir des ruines. Je ne peux pas être le roi dont ce royaume a besoin, il dit, les mots s'arrachant de lui. Plus maintenant. Comment puis-je diriger quand je n'ai même pas pu voir la vérité sur mon propre fils? Comment quelqu'un peut-il faire confiance à mon jugement après ça? Alors écarte-toi, Sulan a dit, sa voix restaurée portant l'autorité qui lui avait été refusée pendant 3 ans. Pas pour toujours peut-être, mais jusqu'à ce que tu aies appris à voir clairement de nouveau. Malphose hocha la tête lentement. Un conseil, plusieurs voix au lieu d'une. Des contrôles contre le genre de certitude aveugle qui m'a mené ici. Il regarda Sana. Avec toi comme régente jusqu'à ce qu'Amarok atteigne l'âge adulte si tu l'acceptes. Je le ferai, Sana dit, à une condition, Kali reste aussi dans la lignée du trône. Mes 2 fils seront élevés comme héritiers. Les 2 auront une place dans l'avenir de ce royaume. Mais je n'ai pas le pouvoir qu'il a, Kale protesta. Je ne suis pas, tu es mon frère, Amarok interrompit. Et tu as dit que tu voulais apprendre comment être ça. Peut-être pouvons-nous être héritiers ensemble. Je ne veux pas le faire seul. Les yeux de Kale se rempliront de larmes et il hocha la tête muettement. Capitaine Toron s'éclaircit la gorge. Et qu'en est-il de la grande prêtresse? Trahison, utilisation de magie interdite, tentative de meurtre de l'héritier royal. La loi exige l'exécution. Tous les yeux se tournèrent vers Vora, toujours tenu par les gardes, son ancien visage impassible. Elle rencontra le regard d'Amarok sans tressaillir. « Fais-le, elle dit. Exécute-moi. Prouve que la miséricorde n'est qu'un autre mot pour la faiblesse. » Amarok l'étudia un long moment. « Non, mon prince, Toron se corrigea. Elle a essayé de te tuer. Elle a empoisonné la reine. Elle a volé. » « Je sais ce qu'elle a fait, » Amarok interrompit, « mais la tuer ne fait que continuer le cycle. Elle a tué le dernier Alpha Primal parce qu'elle avait peur de ce qu'il est devenu. Si je la tue parce que j'ai peur de ce qu'elle pourrait faire, je ne suis pas différent. Le cycle de la cruauté se termine avec moi. »« Alors quoi? » Malphose demanda. « Nous ne pouvons pas simplement la laisser partir libre.
Dépouille-le là de son titre et de son pouvoir. Amarok dit avec une certitude qui ternissait son âge. Exile-la au territoire du Nord où le voile d'ombre s'ouvre. Si elle croit vraiment que le dévoreur arrive, laisse-la y faire face directement. Peut-être que ça lui apprendra que la vraie menace n'est pas moi. La contenance de Vora finalement se brisa complètement. Tu m'envoies mourir de toute façon, juste lentement au lieu de rapidement. Je t'envoie voir la vérité, Amarok corrigea. Si tu survis, si tu apprends quelque chose en faisant face à la vraie obscurité au lieu de menaces imaginées, tu peux revenir. La porte ne sera pas verrouillée pour toujours. L'ancienne prêtresse le fixa, quelque chose bougeant derrière ses yeux. Pas tout à fait du respect, mais peut-être le début de la compréhension. Tu es soit l'alpha primal le plus sage jamais né, soit le plus fou. Peut-être les deux, Amarok dit simplement. 3 jours plus tard, le château s'était transformé. Vora fut escorté à la frontière nord avec des provisions et un seul garde à sa propre demande. Étonnamment, Sana avait pris la relève comme régente, son premier acte étant d'établir le conseil de voix qui conseillerait et contrôlerait le pouvoir royal. Amarok avait été déplacé de la tour nord vers des chambres adjacentes à celles de sa mère, avec Kalo prenant des chambres de l'autre côté. Maintenant, alors que le soleil se couchait sur ce nouveau commencement, les frères se tenaient sur les remparts du château avec Sélite et leur mère, regardant le royaume de la lune de sang. Parfum d'Amarok. Feux d'étoiles et chaînes anciennes coulaient à travers la terre comme une bannière invisible. Et à travers le royaume, les loups répondirent, non pas avec peur ou compulsion, mais avec quelque chose qui se sentait presque comme de l'espoir. « Tu penses qu'elle avait raison ?» Kel demanda doucement. « À propos du dévoreur qui vient. » « Oui, » Keleth répondit avant qu'Amarok ne puisse. « La prophétie est claire. L'obscurité s'éveille. Alors nous y ferons face, » Amarok dit avec la simple confiance d'un enfant qui avait survécu au pire et découvert qu'il était plus fort qu'il ne le savait. « Ensemble. »« Ensemble, » Kel répéta, plaçant sa main sur l'épaule de son jumeau. Sana tira les deux garçons près. Et pour la première fois en 3 ans, ou peut-être pour la première fois, la famille royale se tint unie. Le parfum de l'alpha primal se mêla à l'air du soir portant à travers vallées et montagnes, atteignant chaque loup du royaume. Et ils se souvinrent, dans une partie ancestrale profonde d'eux-mêmes, ce que cela signifiait de suivre un vrai alpha, non pas un qui régnait par la peur ou la compulsion, mais un qui avait choisi la compassion quand la vengeance aurait été plus facile. La tour nord se tenait vide maintenant, sa porte laissée ouverte pour laisser le vent passer, nettoyant 3 ans de souffrance. Demain apporterait de nouveaux défis. Le dévoreur s'agitait toujours dans le nord. Le royaume avait toujours besoin de guérison, et Amarok devait toujours apprendre ce que cela signifiait d'être à la fois un enfant et une légende. Mais ce soir, sous la lune montante, un chiot à qui on avait dit qu'il était maudit se tenait sur les remparts et se savait aimé. Le parfum qu'il avait autrefois marqué comme brisé l'annonçait maintenant comme entier. Et pour la première fois en un millénaire, l'alpha primal marcha parmi les loups non pas comme un tyran à craindre, mais comme un phare de ce que la force tempérée par la compassion pouvait devenir. L'histoire de l'héritier d'ombre n'avait fait que commencer, mais son premier chapitre se clôturait par une vérité qui remodèlerait le royaume. Parfois, le plus grand pouvoir ne réside pas dans la capacité à détruire, mais dans le courage de guérir. Et parfois, les plus forts parmi nous sont ceux qui choisissent la miséricorde même quand la cruauté se sentirait justifiée. Amarok leva les yeux vers les étoiles commençant à apparaître dans le ciel s'assombrissant, ses yeux dorés reflétant leur lumière, et murmura une promesse à lui-même et au monde. « Je serai différent. Je serai meilleur. » Et dans les profondeurs du nord, où les ombres rampaient et la réalité se fissurait, le dévoreur sentit cette promesse comme un défi. Et pour la première fois en des siècles, il savait qu'une vraie opposition arrivait. Le voyage d'Amarok de la tour froide aux remparts du château nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, nous avons le pouvoir de choisir la compassion sur la cruauté.
Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et rejoignez notre meute parce que des histoires comme celle-ci, des histoires de choses brisées devenant entières, méritent d'être partagées. Frappez ce bouton d'abonnement et découvrons plus de contes d'espoir ensemble. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans ma prochaine